En direct de Montréal, voici Mon Carnet avec Bruno Guglielminetti. Bonjour, bonsoir, bienvenue à cette édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 1er août 2025. Et puis, comment vous trouvez mon nouveau thème, le nouveau thème musical de Mon Carnet? Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimez pas? J'ai eu quelques commentaires, mais j'aimerais bien connaître votre avis sur la chose. Vous pouvez m'envoyer un message si vous le voulez en passant par le site Mon Carnet et en passant par l'onglet À propos dans le menu en haut. Vous allez voir, il y a un formulaire dans lequel vous pouvez laisser vos commentaires. Cette semaine encore, l'intelligence artificielle s'impose partout. Et derrière cette accélération, on sent grandir à la fois l'enthousiasme, mais aussi l'inquiétude. Alors d'abord, direction Paris, où on va parler d'intelligence artificielle avec Jérôme Colombin pour faire le point sur les actualités numériques marquantes de la semaine. Puis on va retrouver Philippe Baudouin, les chercheurs et entrepreneurs maintenant à la tête de la recherche chez Loi Zéro, cette organisation à but non lucratif qui a été créée par Yoshua Bengio il y a quelques mois, qui milite pour une IA plus sûre, pensée dès sa conception. On va parler avec Philippe Baudouin de sa vision de l'IA, de son rôle chez Loi Zéro et sur ce qui l'a amené à s'engager dans cette nouvelle mission. On va s'intéresser aussi à cette nouvelle place de marché lancée par les gens de AWS pour trouver des agents IA. Pour nous en parler, on va rencontrer quelqu'un de chez Coveo qui sont présents sur cette place de marché. On va comprendre avec eux ce que ça va changer concrètement pour les entreprises. Autre grande annonce dans le domaine, Bell qui s'associe à la torontoise Cohere pour son offre de services souverains d'IA canadien. On va en parler avec le premier vice-président d'IA et de données chez Bell. De Toronto, Carl-Édouard Michel nous envoie une entrevue avec Martin Brouard, un vétéran du jeu vidéo. Alors, Carl-Édouard va en profiter pour parler avec lui de sa carrière, mais aussi d'un nouveau jeu qui sort de son studio, le jeu Bonaparte. De Suisse, Thierry Weber nous fait part d'une décision controversée qui a été prise par une entreprise technologique locale. On va parler d'enjeux, de souveraineté, d'innovation et de confiance numérique. Stéphane Ricoul, lui, se penche sur un partenariat stratégique qui pourrait bien redéfinir notre rapport aux technologies portables dans la vie quotidienne. Et puis, on va terminer avec Jean-François Poulain qui revient sur une nouvelle formation UX au Québec. C'est l'ETS qui lance son propre programme pratique et multidisciplinaire en design d'expérience utilisateur. Alors voilà, c'est le programme de Mon Carnet cette semaine. Je prends un instant, comme à l'habitude, pour saluer 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Denis Thibault, Jacques Vignancourt, Badi Abdoulé, Rémi Lelancette et Anne Gauthier. Merci à vous 5 et puis merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez présentement entre vos deux oreilles. Toujours très heureux d'être dans votre écosystème d'actualité et d'information technologique. Allez, en route vers Paris. Salut Bruno Guglielminetti à Montréal. Salut Jérôme Colombin à Paris. Et je suis très heureux de te retrouver pour, en fait, je vais te dire, c'est le premier numéro de Monde Numérique spécial été, spécial un peu allégé. Il y a que toi dans Monde Numérique cette semaine. Enfin, presque que toi. Bon, tu as une magnifique image derrière toi. Je le dis pour les gens qui ne nous voient pas, car ce qui est la majorité. Ce qui est la majorité. Il y a que toi qui vois. Ouais. Voire 100% de nos auditeurs ne nous voient pas, mais tu as un magnifique arrière-plan. Est-ce que tu reconnais la ville? Oh, bah, c'est Montréal. Ben voilà. Ouais. Bien sûr. Mais on peut déjà annoncer que très bientôt, on offrira ce segment en vidéo. Je pense qu'il faut qu'on mette ce segment, comme tu dis, ce rendez-vous en vidéo. Ouais. Ben moi, il y a des gens, ils ont déjà commencé à te le demandent. Bon, bah écoute, je vais voir. Moi, si j'ai des auditeurs qui me le demandent, on fait ça à partir de la rentrée. Allez, hop, on se met en vidéo. Tu sais, Jérôme, c'est que tu diffuses tellement de vidéos aujourd'hui sur les différents réseaux sociaux que là, les gens en demandent plus. Ouais. Et comme ils savent qu'on a cette discussion-là, ben ils se sont dit, ça y est, il faut que ça soit en vidéo. Il n'y a plus qu'à. Bon, cette semaine, Bruno, notre ami Mark Zuckerberg en a mis partout. C'est comme ça qu'on dit chez nous en France, hein, quand on fait des grandes envolées lyriques, des grandes déclarations. Et le sujet, c'était la fameuse super intelligence artificielle, l'intelligence artificielle générale. Tu as suivi de ça de près, évidemment.
Ouais, mais ce que je trouve intéressant dans ce dossier-là, c'est que il en profite pour donner à tous les roteliers. Hein. On dit d'habitude de manger à tous les roteliers, mais lui, il nourrit tout le monde. Parce que d'une part, il est en train de communiquer sur le sérieux de Meta d'investir dans l'IA, et pas n'importe laquelle. Là, il est au niveau de la super intelligence, donc l'IA générale et non pas générative. Et ça, je trouve ça intéressant. Puis la réaction, il a été entendu. Parce que quand on regarde cette semaine, le bond en bourse du titre de Meta, moi, ça fait longtemps que j'avais vu quelque chose comme ça. Plus 11%, hein. Oui, mais c'est fou. Alors ça, c'est un truc. Mais parallèlement, c'est le message qu'il envoie. Il y a deux autres messages qu'il envoie. D'une part, c'est que lui, ce qu'il annonce, c'est la décentralisation de l'intelligence artificielle. Donc, on arrête d'envoyer les données un peu partout et sur les appareils qu'on achètera, on pourra traiter l'information, notamment sur les fameuses Ray-Ban de Meta, mais d'autres produits à venir. Ça, c'est aussi un message fort parce que ça veut dire que les gens auront probablement un peu plus confiance puisque les données vont pas circuler de part et d'autre de l'Atlantique. Ça, c'est une chose. Moins de cloud et plus de traitement local dans les produits, c'est ça. Ouais. On peut pas parler de rapidité parce que dans le fond, maintenant, avec les bandes passantes qu'on a, c'est assez rapide. Mais l'autre message qu'il envoie, c'est que il veut être présent sur tous les appareils. Et quand on commence à parler de l'IA super intelligente, pour tout le monde, chez tout le monde, dans tous les appareils, ça veut dire qu'il envoie un message fort aux fabricants de produits et aussi aux plateformes qui sont gérées par Google et Apple en disant, nous, là, j'ai peut-être manqué les téléphones intelligents, mais la prochaine vague, je veux être là. Les lunettes, je serai là. Ouais. Exactement. Ouais. Alors donc, c'était vraiment une envolée lyrique. Hein, voilà. Oh, oui. Il parle d'une nouvelle ère de prospérité. Les gens passeront moins de temps devant les logiciels de productivité, mais ils seront plus créatifs et on aura tous nos super intelligentes personnelles qui comprendront tout ce qu'on veut, etc. Tout ça dans les lunettes, évidemment. Mais comment t'as reçu ça, toi, Écoute, alors moi ça me fait un petit peu rigoler quand même parce que pour deux raisons. D'abord parce que rappelle-toi, il y a 4 ans, en 2021, c'était l'été également et Mark Zuckerberg, son truc c'était le métaverse. Et c'était pareil, c'était une espèce de discours très prophétique, très annonciateur de sa stratégie, mais également du sens dans lequel toute la technologie devait aller. Donc le métaverse. On sait ce qui est arrivé au métaverse. Bon, ça veut pas dire que l'IA suivra le même chemin, mais on sent que il surfe un peu sur la vague. C'est la nouvelle vague, il pouvait pas faire autrement. Et puis il faut remettre ça dans le contexte. C'est toujours l'espèce de super compétition entre les géants de l'IA. Et alors que Mark Zuckerberg fait sa présentation, quasiment en même temps, quelques jours avant, c'est Sam Altman qui lui aussi a expliqué à quel point le futur GPT-5 était formidable. Il est bouleversé par GPT-5. Lui, il est bluffé par la puissance de par sa propre créature. Il dit que c'est comparable au moment du projet Manhattan des États-Unis. Et je trouve que d'ailleurs c'est une très mauvaise image en fait cette histoire de projet Manhattan parce que lui il parle de ça en disant on est surpris par la puissance de la technologie, ça veut dire ça. Alors que le projet Manhattan, c'est-à-dire la mise au point de la bombe atomique par les Américains à la fin de la guerre, pour essayer de mettre fin à la guerre, c'est pas qu'ils ont été surpris dans le sens où oui ça a marché, mais ils poursuivaient un but, ils savaient exactement là où ils voulaient arriver et je sais pas si on peut vraiment parler de surprise, d'émerveillement et autres. Enfin peut-être, je ne sais pas. Voilà, moi c'est un peu ça qui m'inspire si on remet tout ça dans le contexte. Mais après il y a autre chose, c'est que on parle de intelligence artificielle générale, IAG, sauf que personne ne sait exactement ce que ça veut dire en fait. C'est cette IAG. Et même on peut même se poser la question, est-ce qu'on le saura lorsqu'on y sera rendu? Ouais. Ben oui, parce que en fait les IA elles sont déjà plus intelligentes que l'homme. Je veux dire ChatGPT pour plein de domaines, il est beaucoup plus intelligent que moi. Pour faire du code, il est plus intelligent que moi qui suis pas un développeur professionnel. Pour écrire un article journalistique, il est plus intelligent qu'un développeur dont c'est pas le métier, etc. Et donc la notion d'IAG, c'est quand même
l'idée, c'est l'IA qui saura s'adapter à toutes les situations très vite, comprendre très vite quelque chose, l'appréhender avec l'image, le son, s'adapter immédiatement. C'est un peu ça, hein, la notion qui est derrière. Donc effectivement, ça fait rêver, ça fait peur aussi, mais ça fait rêver. Je pense qu'on marquera l'été 2025 comme étant la grande profession de foi de Mark Zuckerberg dans l'avenir de l'IA. Tout à fait, absolument. Tiens, et à propos de ChatGPT justement, parce que si on parle de l'un, quasiment, il faut parler de l'autre. Tu as vu, grosse annonce également du côté de ChatGPT cette semaine, qui sort un nouveau mode qui s'appelle le mode étude, le mode study, et qui va donc s'adresser spécifiquement aux étudiants, aux collégiens, aux lycéens, pour les aider à utiliser le chatbot, mais sans leur donner tout de suite les réponses, en fait, en essayant d'être un peu plus interactif, c'est ça, hein. Ouais, puis cette semaine, moi, j'avoue que j'ai souri quand j'ai vu cette histoire-là sortir parce que il y a environ 1 an et demi, j'avais rencontré quelqu'un de chez Google qui travaille là, dans l'équipe de Google Lab où ils sont en train de développer différentes solutions et l'ingénieur me montrait une application d'un LLM qui avait été conçu pour le contexte pédagogique, donc le monde du scolaire. Et ce que ça faisait, c'était habile parce que là, on était au début de ChatGPT et tout le monde se disait, moi, c'est fini, les classes, personne va décider d'apprendre. Ben eux, ils avaient pensé à cette histoire-là. Ils avaient dit, ce qu'on va faire, c'est que le jeune, l'étudiant, va poser la question et on va pas lui donner tout de suite la réponse. On va le faire travailler. On va lui reposer des questions pour qu'il puisse réfléchir et donc avoir un processus de réflexion pour arriver à la réponse. Qui arrivait c'est exactement ça. Hein? Ben c'est ça, mais qui arrivait 5 ou 7 fois question plus loin. Et mais au moins ça a le bénéfice de faire réfléchir quelqu'un. Et c'est comme ça qu'on apprend dans la vie. Hein? C'est en regardant une situation, un problème, puis de voir comment je pourrais régler l'affaire, pas en obtenant tout de suite la réponse. Mais le truc, c'est qu'on me l'a montré. Mais ça n'a jamais été accessible, à part que dans le Google Lab. Mais bon, il n'y a pas grand monde qui va là, mis à part les initiés, les intéressés. Alors, de voir cette initiative de OpenAI qui sort son ChatGPT version école, je trouve ça intéressant, mais à quelque part, c'est aussi pour un peu faire montrer patte blanche là au niveau de tout le monde est scolaire. Exactement, c'est pour un peu réconcilier on va dire le monde enseignant avec l'intelligence artificielle, hein, avec tous ces gamins qui aujourd'hui, tu leur demandes de faire un travail à la maison, la plupart font du copier-coller, les seuls qui le font pas et qui arrivent à avoir de bons résultats, ils se font avoir, ils ont des mauvaises notes. Il y a eu une affaire comme ça récemment qui a fait un peu de bruit dans la presse en France, une pauvre élève qui a été accusée d'avoir utilisé ChatGPT alors que c'était pas vrai visiblement. Donc c'est vrai que ça fait un peu une opération pour se blanchir ou en tout cas pour essayer d'être un peu plus compatible avec l'école. Et on s'entend que ça n'a pas été annoncé au mois de janvier. C'est annoncé juste avant l'été scolaire. Oh, quel hasard. Ouais. Mais toi, très rigoureux, tu l'as testé. Alors tester, c'est peut-être un bien grand mot, mais je suis allé. Tu n'es pas retourné à l'école, mais tu as quand même ouvert. Non, mais je suis allé essayer. Ouais, je voulais voir à quoi ça ressemblait. Je suis un petit peu déçu. En fait, je l'ai testé, je me suis fait passer pour un élève de terminale qui avait un exposé à faire sur Victor Hugo. Alors je lui dis ça, etc. Et alors c'est vrai qu'il commence au lieu de me donner des réponses et me raconter la vie de Victor Hugo, il commence à me poser des questions. Et je réponds aux questions, etc. Mais très vite ça a déraillé, c'est-à-dire que il a voulu, il a travaillé, il voulait que je lui écrive mot à mot ce que j'allais exprimer oralement. Alors je lui dis non mais ok, mais ça on va pas y passer la journée, c'est pas intéressant. Moi ce que je veux c'est des informations sur Victor Hugo. Alors après j'essaie de le piéger, il me dit oui, qu'est-ce que tu sais de Victor Hugo? Alors là j'ai truqué, j'ai dit il est du XVIIe siècle. Évidemment c'est faux. Ouais. Tu l'auras rectifié. Et il m'a dit ah non, pas tout à fait. Il est du 19e siècle. Quand même. Oui. Heureusement. Là, il s'est pas trompé. Mais là où il s'est gouré, c'est qu'au bout d'un moment, quand il commençait à me dire alors comment t'exprimes-tu, retouche ta phrase, je lui dis parle-moi de Victor Hugo. Et là, il m'a dit ah oui, d'accord. Et il m'a tout sorti. Il y avait plus de questionnement. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Il a senti la menace. Exaspération. Voilà exactement. J'ai hacké le truc sans le vouloir. Et donc en fait, il m'a posé 3 questions au début, puis après c'est fini. Je suis retombé sur un ChatGPT normal en fait. Oh boy, ok. Donc
Je sais pas trop ce que ça vaut, ce mode study, il faudra voir. Alors, ça fait un peu rêver, ça peut faire un peu fantasmer, voilà, on se dit, on aura demain tous un prof personnel au fond de notre poche et tout. Mais, je demande à voir sur la durée. Il faudrait que des enseignants le testent. C'est très intéressant. Je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui nous écoutent. Ben oui, qui nous écoutent. Donc, moi, je leur conseille cet été, là, d'aller tester, ChatGPT Study, de voir un peu de le challenger pour voir s'ils pourraient pas l'utiliser malgré tout, avec leurs élèves. Ça peut être intéressant. Voilà. Tiens, juste un mot, Bruno, puisque souvent on se raconte notre vie dans ce rendez-vous. Je sais pas si tu as vu, toi tu es plutôt sur PC, je crois. Ouais, quand je suis dans mon studio, c'est PC. Quand je suis sur la route, c'est Mac. C'est vrai, toi tu es très polyglotte. Je suis bimode. Tu es bimode. Alors moi je suis plutôt sur Mac et il y a l'application de ChatGPT sur Mac qui fonctionne bien avec des fonctions qu'on n'a pas forcément sur PC. Et là, écoute, moi je pensais à ça tout à l'heure, je me suis fait une petite config pour te dire à quel point l'IA générative est devenue importante dans ma vie. J'ai installé l'application avec un petit raccourci clavier, ce qui fait qu'en un clic maintenant j'appelle ChatGPT pour lui poser n'importe quel type de question. Il y a aussi ce mode qui permet d'enregistrer les conversations, genre t'as un appel de boulot, tu veux avoir une synthèse après, alors il faut le dire aux gens, hein, mais il te fait un compte rendu à la sortie. Mais là, on comprend que tu utilises ton ordinateur pour faire des appels aussi. Oui et non, enfin parfois, mais tout simplement, tu sais, je téléphone j'appelle avec mon téléphone et je mets en haut-parleur. En mode haut-parleur. Et puis là, même au moment où je te parle, bah écoute, en fait, j'ai 2 écrans sur mon bureau et il y en a un qui est entièrement ChatGPT, en fait. mais c'est ça le truc. C'est rendu là. Ah ouais, j'ai l'écran principal où je travaille et sur la droite, j'ai l'écran ChatGPT. Alors les deux sont connectés, hein, tu peux faire des copier-coller des trucs et c'est super pratique. Et t'as pas le goût de prendre tu veux pas prendre ta tablette et le mettre là, branché sur ton ordinateur? Non. Prendre un peu moins de place? Non, mais de toute façon, j'ai les 2 écrans, donc ça revient au même. Mais tu sais que ce bouton d'accès, pendant qu'on partage, son bouton d'accès direct à ChatGPT, moi, je l'ai sur mon écran fermé de mon téléphone. Ah, je l'ai aussi. Ouais, oui, et donc, et puis ça, je trouve ça tellement pratique, là. Peu importe en mode vocal ou en mode texte, là. J'ai une question, je sors mon téléphone, je clique là-dessus, bang, tout de suite. Tout à fait. Ah non, mais parfois, on est plus tenté par le mode vocal que peu de gens utilisent, parce que moi, chaque fois que j'utilise ChatGPT en mode vocal, on me dit, ah, tiens, c'est original. Tout le monde est surpris. Alors que c'est tellement pratique. Mais les réponses sont souvent plus courtes. Elles sont moins détaillées, etc. Donc, pour des trucs de travail, il vaut mieux aller sur la version écrite. Et c'est totalement indispensable, quoi, ce truc aujourd'hui. On faut être de son temps. Bon, on parle de quoi? Encore un petit peu d'intelligence artificielle? Ah, allez, pour faire plaisir à tout le monde. Ouais. Alors, désolé pour cet auditeur, là, dont j'ai vu passer le message récemment, qui me dit, moi, j'en ai marre de ces trucs d'IA, de cette soupe IA, je crois, il m'a dit. Aïe. Ouais. Mais désolé, le monde change et on est bien obligé d'accompagner ce mouvement-là, en essayant de le décrypter malgré tout, parce que quand on trouve que ils en font trop, on n'hésite pas à le dire. Bref, l'IA chez YouTube, tu as vu ça? Pour détecter les mineurs. Ouais, il y a 2 grosses nouvelles cette semaine au sujet de YouTube. D'abord, les Australiens de 16 ans et moins n'auront plus accès à YouTube. Ouais. La loi a été passée, là. Ouais. Ils auront plus accès, techniquement, ou bien c'est la loi qui dit qu'ils n'ont pas le droit d'y aller avant? C'est la loi. C'est pas pareil. Ouais, attends. C'est la loi, mais ils vont s'assurer que les opérateurs s'assurent que les 16 ans et moins n'ont pas accès. D'accord. Et c'est YouTube, mais c'est aussi tous les réseaux sociaux. Eh ben, je leur souhaite bien du plaisir, hein, parce que quand je vois ce qui se passe en France pour le contrôle ils vont bien s'amuser. Ah, je comprends. Mais tant mieux, ça va nous faire du matériel sur lequel commenter. Mais donc, pour revenir à ton point, oui, c'est cette histoire-là de YouTube qui, aux États-Unis, c'est important de mentionner, va donc utiliser l'intelligence artificielle pour arriver à déduire si l'utilisateur qui accède à sa plateforme est un mineur ou pas. Alors ça, c'est intéressant. Puis j'avoue que son moyen très basic, si ça fonctionne pas puis que quelqu'un veut contester, ça va être tout simplement d'envoyer un selfie ou un document officiel. Encore là, n'importe qui pourrait être capable de créer quelque chose de non officiel et de berner la machine. Alors je trouve ça. L'idée est intéressante, mais son application est un peu loufoque.
Ouais, mais le principe est sympa et donc en fait l'IA va détecter. J'ai regardé notamment, il voit en fonction des requêtes qu'on fait sur le moteur de recherche, des catégories de vidéos qu'on regarde, de la durée, le type de vidéo, etc., hein, pour arriver. Je pense à tous ces adultes qui veulent regarder des vidéos de la boubou. Mais exactement, c'est ce que je pensais. Ils vont se faire ficher comme des enfants. Toi qui regardes Dora l'exploratrice en intégralité. Ben oui, en boucle, pendant toute la journée. Tu vas te faire repérer, tu vas te faire taguer comme un Ah non, je sais. Ouais. L'angoisse. Mais t'as vu, en Grande-Bretagne, ils arrivent à contourner le système avec un jeu vidéo. Ben oui. Oui, ils vont scanner le visage des personnages. Là. Bon, bref, la technologie, on arrivera toujours à contrer la technologie. C'est le défi de certains d'ailleurs. Hein. À chaque invention, c'est de voir comment on peut en guillemets la contrer. Là, mais c'est inhérent à l'informatique, c'est l'essence même du hacking en fait. Allez, encore un mot. Je vais te retenir encore quelques minutes. Après, je te libère. Tu pourras repartir. Moi, j'ai la suite, de mon carnet, là. Voilà, tu pourras repartir. J'ai tous mes invités, les collaborateurs qui attendent à la porte. Non, c'est pas vrai. Je sais que tu vas les gambader sur les grandes plaines canadiennes. Un mot, et ce mot, c'est le mot technologie. C'est un article que tu as publié cette semaine. J'ai trouvé ça super sympa. Il ne faut plus utiliser le mot technologie, c'est ça? Écoute, oui, c'est la question qui a été amenée sur un billet, une opinion qui a été publiée cette semaine dans le Financial Times. C'est un ingénieur, puis c'est intéressant que ce soit un ingénieur qui amène le propos, Guru Madhavan, qui, lui, dit essentiellement, il faut enterrer le mot technologie parce qu'aujourd'hui, ça veut plus rien dire. Et depuis que ça a été repris par des politiques, des gens qui font de la pub, évidemment les gens des médias comme nous, mais bon, nous on est spécialisés dans le domaine, donc c'est autre chose. Mais donc on a trop utilisé ce mot-là qui date quand même du 19e siècle et que c'est peut-être maintenant le temps de passer à autre chose. Et j'avoue que juste le titre qui disait faut faire disparaître ce mot-là. Je me suis dit, quand même. Et ça m'a attiré à le lire. Et puis après, j'ai dit, il faut que j'écrive là-dessus. C'est intéressant sympa comme réflexion. Oui, mais parce que tu rappelles dans ton papier qu'aujourd'hui, on utilise le mot technologie aussi bien pour une cuillère connectée que pour un missile balistique. Mais c'est vrai. C'est complètement vrai. On parle toujours d'une technologie différente qui est utilisée pour faire ça. Alors, mais c'est vrai que la technologie au départ, c'était pas l'objet lui-même, c'était un peu la manière dont il fonctionne, c'était le fait de s'intéresser à la technique. Les cours de technologie à l'école, c'est un peu comme la psychologie qui s'intéresse à la psyché. La technologie, c'était cette science qui s'intéressait à la tech. Enfin, c'était pas nécessairement l'aboutissement du processus, là, ouais. Et aujourd'hui, ça a été un peu dévoyé. Mais alors, c'est marrant parce que tu dis c'est un ingénieur qui a fait ça, mais c'est normal parce que les ingénieurs, on sait comment ils sont, on les adore. Je veux dire, et on les salue. Le monde est carré pour les ingénieurs, tu vois. Hein, une balle qui tombe par terre, c'est pas une balle qui tombe par terre, c'est des équations mathématiques qui sont en train de se résoudre. Donc, chaque mot doit être employé à bon escient, etc. Donc, c'est bien les puristes comme ça, mais je pense que c'est un peu perdu d'avance, malheureusement. Mais, puis je veux rajouter, parce que là, on parle de technologie, mais il y a deux autres expressions qui sont amenées à la réflexion. C'est celui de l'innovation et l'intelligence. Les deux mots aussi, là, ça devient galvaudé de les employer à n'importe quoi. Tu sais, tout est intelligent. Les brosses, on avait même vu, c'était quoi, là? Non, la patate était pas intelligente à l'époque au CS. Elle était faussement connectée. Ouais, c'est ça. La patate était connectée. Patate française, d'ailleurs. Mais, non, mais c'est ça. À un moment donné, c'est que les mots perdent leur sens. Et, il est bon à l'occasion de réfléchir sur l'utilisation de certains mots, dont cette semaine, le mot technologie. Mot valise technologie. Ouais. Mais je crois pas qu'on reviendra en arrière. En revanche, ce qui peut se passer, c'est qu'il soit remplacé par autre chose, mais pour un effet de mode. Ouais. Toi et moi, quand on a commencé à parler de tout ça, on parlait d'informatique. C'est pas qu'on parlait. On parlait d'informatique, après on a parlé d'Internet. Après on a parlé de multimédia. Ouais, oui, c'est vrai. Alors, Bruno, votre chronique multimédia aujourd'hui. Aïe, ouais. Et aujourd'hui, si tu parles de multimédia, t'as l'air d'un vieux boomer complètement idiot. Mais au Québec, entre le multimédia et l'Internet, on a parlé de l'autoroute de l'information. Oui, il y avait ça, c'était magnifique, les autoroutes de l'information. Ouais, ça, et là, maintenant, ce serait l'autoroute de la désinformation. Mais bon.
Voilà pour les plus nostalgiques d'entre vous qui nous écoutez. Très belle conclusion, mon cher Bruno. Super. Eh ben, écoute, moi, juste après notre discussion, j'emmène mes auditeurs en Chine cette semaine. Parce que tu sais qu'il se passe beaucoup de choses en Chine, notamment en matière de robots. Il y avait un événement la semaine passée. Oui, ça s'est achevé il y a 2 jours, il y a 3 jours, la World Artificial Intelligence Conference, qui est un grand show dédié aux robots, à l'IA, etc. Et tu sais quoi? Ouais. Je pense que l'an prochain, on devrait s'arranger pour y être. Et je pense que ce serait bien qu'on essaye d'y aller l'année prochaine, tout à fait. Et en attendant d'y aller, j'ai appelé ma consoeur Shan Wei-Chang à Pékin, journaliste chinoise, qui me raconte un peu ce qui était présenté à l'occasion de cette manifestation. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle remet tout ça dans le contexte de l'offensive et des avancées technologiques en matière de Chine, en matière de technologie en Chine, et aussi des questions que se posent les autorités chinoises et les thèmes qui commencent à arriver sur le tapis, notamment celle de la régulation, de la souveraineté. Il parle aussi beaucoup de ça en Chine, donc je trouve ça intéressant de jeter un coup d'œil, voilà, à travers le regard d'une journaliste chinoise qui, on le sait, ne travaille pas forcément exactement dans les mêmes conditions que nous. Il y a un contexte dans lequel elle travaille. Ouais, il y a un contexte, etc. Mais Jérôme, est-ce que tu as parlé des nouvelles lunettes d'Alibaba? Oui, absolument. Elle me parle des nouvelles lunettes d'Alibaba. On n'en dit pas plus, puis on va le savoir en écoutant. Elle me parle aussi de taxis robots autonomes qu'elle a testés. Et voilà. Donc et donc aussi probablement de cette grande énoncé de la Chine qui veut s'assurer que c'est pas dominé par des entreprises privées. Ça, c'est intéressant, ça. Ouais, tout à fait. Beaucoup de choses à dire. Il y a de quoi à écouter dans ton podcast. Plein de choses à écouter. Ouais. Et puis la semaine prochaine, mon cher Bruno, je fais plein de rediffusions dans le podcast Monde Numérique. Et cette semaine-là sera consacrée à tous les événements qu'on a vécus cette année. Le CES de Las Vegas, le Mobile World Congress de Barcelone et le Salon Vivatech de Paris. Rediffusion des 3 épisodes du débrief transatlantique qu'on a eu l'occasion d'enregistrer. Donc c'est quoi, une émission de 5 heures? Non, c'est mardi, mercredi, jeudi. Un épisode chaque jour. Et donc, il y a du Bruno Guglielminetti toute la semaine sur Monde Numérique. Tu vas me faire pleurer. Merci. Mais écoute, sinon, moi, je te remercie, puis tant mieux parce que j'en profite pendant que j'étais avec moi pour te dire que j'aime bien tes rediffusions. Parce qu'il y a des trucs que j'avais ou ratés ou des trucs que j'avais entendus, mais évidemment, parce que tu les prends parce qu'ils sont vraiment bonnes. Et de réentendre, moi, ça m'a fait réfléchir. Mais bref, non, c'est bon de réentendre des choses. Mais alors, bonne idée. C'est parfois très instructif parce que même si des choses ont vieilli, justement, ça permet de voir comment ça a évolué, ou bien, à l'inverse, on s'aperçoit qu'il y a des thèmes qui sont encore complètement d'actualité. C'est toujours les mêmes questions qu'on continue à se poser 6 mois ou 1 an après. Donc, et c'est intéressant de rediffuser pour permettre de prendre un recul. Exactement. Faut le faire. T'es très fort. Merci. Tu as tout compris. Ouais, tout comme toi, mon cher Bruno. Allez, merci d'avoir pris tout ce temps, un peu plus que d'habitude, hein. Mais bon, c'est l'été, on se lâche un peu. Ah, tout de même. Ouais. Écoute, je souhaite à tes auditeurs une bonne fin de podcast parce que après le voyage en Chine, ça sera tout. Voilà. La semaine prochaine. Et puis, moi, je poursuis avec les miens. Et j'invite les tiens au passage plus tard. Eh bien, très bonne fin d'émission et la semaine prochaine. Salut Bruno. Salut. Pour suivre l'actualité numérique, vous pouvez consulter le site moncarnet.com. Vous y trouverez des extraits du podcast hebdomadaire, mais également des articles pour décrypter l'actualité numérique. moncarnet.com. L'intelligence artificielle avance à toute vitesse, plus vite que prévu, diront certains. Et parmi ceux qui s'inquiètent du rythme effréné sur cette course technologique, plusieurs ont choisi d'agir. C'est le cas de Philippe Baudouin, qui est chercheur, entrepreneur et désormais le directeur principal de la recherche chez Loisero, un organisme à but non lucratif cofondé par Yoshua Bengio qui veut développer une IA plus sécuritaire dès sa conception. Pour parler de l'organisme, mais aussi de sa décision de joindre à l'équipe de Yoshua Bengio, on va le retrouver à l'instant, un monsieur que j'aime beaucoup. Bonjour Philippe Baudouin. Bonjour Bruno. Qu'est-ce qui t'a convaincu d'aller rejoindre Yoshua Bengio dans sa nouvelle aventure? C'est pour le contexte un peu, le Loisero, c'est une organisation à but non lucratif. Puis notre objectif, c'est relativement simple, c'est la recherche puis la technologie qui va permettre de faire une IA qui soit sécuritaire, fondamentalement sécuritaire. Puis quand si vous me demandez qu'est-ce qui m'a interpellé là-dedans, c'est vraiment ça, cette conviction-là que j'ai acquise à force de travailler avec des systèmes comme ça que
on avait besoin de repenser depuis le début, depuis la base, ce dont on a besoin au niveau de la recherche puis au niveau de la technologie pour s'assurer que l'IA soit sécuritaire. Je t'entends, mais j'ai l'impression qu'il y a comme une suite logique entre l'époque où tu étais à Google. Après, évidemment, il y a eu Element AI, où là, c'est là où les gens t'ont découvert. Il y a évidemment eu l'aventure de Waverly. Et là, l'arrivée chez Loisero. Il y a comme un fil, là. Oui, il y a un fil conducteur, pas d'erreur là-dessus. Chez Google, là, c'est peut-être la découverte. Là, je jouais dans des algorithmes de recommandation, puis j'ai vu là, j'ai été aux premières loges pour voir des algorithmes, la technologie comme ça qui rendait les humains un peu plus accros, un petit peu plus loin peut-être de ce qu'ils souhaitaient devenir. Chez Element AI, c'est la découverte de l'IA. J'ai travaillé donc très étroitement avec les groupes de recherche là-bas sur les premières versions de GPT-2, donc la technologie derrière ChatGPT. Puis j'ai découvert que le langage, la compréhension du langage dans les machines progressait très, très rapidement. Puis ça permettait peut-être justement de venir établir un lien avec l'utilisateur qui est au-delà des clics, des likes, des vidéos qu'on regarde et tout ça pour utiliser le langage pour s'exprimer. Waverly, c'était on va mettre ça en pratique, on va créer une espèce de plateforme sociale ancrée dans la conversation pour permettre aux utilisateurs d'exprimer leurs préférences, de entre guillemets, s'aligner, si on veut, avec leur machine, s'assurer que la machine les comprenne bien. Et là, après 5 ans de Waverly, le constat que je fais, c'est que l'IA a progressé encore beaucoup plus rapidement que ce à quoi je m'attendais. On est rendu aujourd'hui avec des IA qu'on appelle agentiques, des agents qui essaient de prendre des décisions à notre place, sur Internet, un peu partout. C'est excessivement puissant. Puis mon constat, c'est que OK, ça peut nous permettre de nous aligner, mais c'est aussi très dangereux. Il y a des risques liés à ça qui peuvent être importants. Disons, la décision que j'ai prise, c'est que je voulais me joindre à une organisation à but non lucratif. Je pense que l'accélération des capacités des systèmes en ce moment, c'est dû beaucoup à la course commerciale. Ce que je me suis dit, c'est qu'il n'y avait pas d'occasion, il n'y avait pas de si belle occasion que de travailler avec mon ami et ancien cofondateur de Element AI, professeur Bengio. Quand on parle de Loisero, un des principes qui est avancé, c'est Safe by Design. Donc, quelque chose de sécuritaire, mais dès le départ, là, dans la conception. Concrètement, ça signifie quoi, toi, dans la recherche puis dans la conception de ces technologies-là? Ça signifie un changement dans la manière dont on entraîne les systèmes. Donc, vraiment, le fondement de ces systèmes-là, aujourd'hui, sont entraînés d'une certaine manière par les géants de la tech qui font des IA, des LLM, des IA... des grands modèles de langage. Puis nous, on revoit la base, on repart des fondements. On utilise des principes qui ont été en partie développés par professeur Bengio. Et c'est des principes qui, selon nous et selon beaucoup de chercheurs qui s'intéressent de près à ce qu'on fait, ont la capacité de faire émerger, si on veut, ou développer des IA qui vont être sécuritaires by design, comme tu dis. Donc, vraiment, depuis les fondements. C'est intéressant parce que tout à l'heure, tu le disais, tu pensais pas que ça irait si vite. Puis dans le fond, il n'y a personne qui pensait que ça allait aller aussi vite que ça. Mais là, le fait qu'on soit rendu à l'IA agentique, là, est-ce que c'est ça qui fait qu'à un moment donné, autant Yoshua Bengio que toi, vous êtes en train de lever le drapeau en disant ça va trop vite, là? Ouais, c'est peut-être un paquet de petites étapes. Hein? Déjà, à l'époque de ChatGPT, le premier ChatGPT, je pense qu'on a tous eu une surprise. Hein? Ouais. Puis là, on s'est dit, OK, bon, ben, on est rendu là, mais il y a eu des étapes subséquentes. Puis bon, on a vu peut-être ce qu'on appelle le chain of thought, hein, le raisonnement par séquentiel, si on veut, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais ça a été surprenant que ça fonctionne aussi bien. Et puis là, aujourd'hui, on les connecte à une panoplie d'outils. On permet à nos agents LLM de chercher par eux-mêmes sur Internet, d'interagir avec des banques de données, de réserver des billets d'avion à notre place. Ils peuvent prendre de plus en plus de décisions. Et là, on se dit, wow, étant donné la compréhension qu'on a des systèmes qui est somme toute limitée, hein, tu le disais, on est surpris. Pourquoi on est surpris? Parce que ça fonctionne, puis on ne s'attendait pas à ce que ça fonctionne. Ça veut donc dire qu'il y a une espèce de gap là, dans notre compréhension. Un gros flou. Ouais. Un flou. Ouais. Je disais ça hier, mais je trouve que d'une certaine manière, c'est presque plus une découverte qu'une invention, ces trucs-là. Puis, on n'est pas habitué à ça en informatique. En informatique, généralement, on construit, on met une brique, une autre brique, une brique par-dessus, puis ça fait ce qu'on pensait que ça allait faire. Et là, c'est pas tout à fait ça.
Fait que c'est pour ça, oui, qu'on lève le drapeau puis qu'on dit, attendez, là, ça accélère, on comprend pas assez bien. On pourrait dire, OK, stop, on arrête tout. La réalité semble être que ça va continuer. Donc là, ici, on a une approche constructive, une approche basée sur on comprend certains aspects, on peut les comprendre mieux, on peut les développer. Et c'est ça. Donc, c'est l'aspect recherche et technologie. C'est ça le focus principal de Loisero. Je lisais quelque chose à ton sujet par rapport à ton arrivée chez Loisero et tu parlais d'épanouissement humain. Comment ça se traduit, ça, cette ambition dans le développement de systèmes concrets? Ben, quand on interagit avec ces systèmes-là, on peut tous voir le potentiel que ça a. T'sais, bon, là, aujourd'hui, ce sont surtout des systèmes pour dialoguer, mais même là-dedans, on peut se rendre compte que la possibilité de dialoguer avec un système, ça peut aider beaucoup de gens dans beaucoup de tâches ou d'aspects de leur vie. Fait qu'il y a un côté potentiellement bénéfique à ça. Évidemment, il faut le faire comme il faut. Et c'est là où est-ce que le bas blesse peut-être en ce moment. Donc, il y a clairement des aspects bénéfiques même potentiels à ces agents-là. Mais on sait aussi que l'IA peut aller plus loin. On a vu des trucs comme AlphaFold qui nous aident à comprendre la biologie moléculaire. On peut utiliser l'IA dans des contextes de recherche qui vont faire en sorte que ça va être un outil très, très puissant pour nous aider à nous attaquer à ce problème. Pour le bien commun, c'est ça. Là, j'aimerais savoir ta vision, et pas nécessairement celle de Loisero. J'imagine qu'elle est très proche, mais je veux t'entendre toi. Là. Comment tu vois la spécificité de Loisero dans l'écosystème mondial de la recherche en IA? Ouais. T'as raison, c'est proche, mais tu sais, disons... Non, mais tu arrives avec ton bagage, exactement, tes années d'expérience, puis autour de toi. Je sais que vous êtes une petite équipe de Gaulois, là, mais toutes des grosses pointures qui arrivent chacun avec votre connaissance, votre bagage. Alors, toi, c'est quoi ta vision de Loisero? C'est ça. Puis c'est très frais. Ça fait trois semaines que je suis là. Ouais. Mais c'est vraiment une première pierre dans ce que j'espère va devenir un foisonnement d'organisations similaires. C'est-à-dire que la caractéristique de Loisero, c'est qu'on s'extrait un petit peu à la course effrénée qu'on voit en ce moment. Cette course-là, c'est motivé par des incitatifs commerciaux, naturellement. Puis nous, on dit, on va être une organisation à but non lucratif. Nos fonds viennent de philanthropes, de grands philanthropes à travers le monde qui voient la même chose que nous, les mêmes risques que nous, et qui disent on a besoin d'une recherche puis de développement technologique qui soit un petit peu s'extrait des pressions commerciales. Et ça, à mon avis, c'est puissant comme mécanisme. Et j'aimerais ça voir ça être reproduit ailleurs, peut-être des sources de financement qui soient aussi indépendantes, mais plus variées ou plus diverses, et que ça devienne une espèce de modèle sur la manière de faire de l'intelligence artificielle sécuritaire, sans tout stopper, sans dire, OK, on met des freins à tout, mais où la recherche puis le développement soient assujettis à des forces qui soient pas nécessairement on veut plus de clients demain matin, on veut battre Microsoft, on veut battre OpenAI, on veut battre la Chine, tous ces incitatifs commerciaux-là. Moi, je pense qu'on pourrait s'imaginer un futur où est-ce que on est capable de faire de la recherche qui soit aussi concrète, aussi efficace, mais avec des incitatifs différents. Et le fait que vous soyez installé à Montréal, au Québec, c'est significatif, ça. C'est sûr que, tu sais, Yoshua Bengio est à Montréal, toute son équipe, il a développé le Mila à Montréal, mais comme tu le dis, votre financement vient d'un peu partout sur la planète par des gens qui sont préoccupés par la même chose que vous, mais le fait que ça se passe à Montréal, c'est significatif. Oui, tout à fait. On a souvent parlé de notre force de frappe dans le milieu académique, dans le milieu de la recherche de l'intelligence artificielle. On sait bien que ce qui est développé ici est utilisé dans tous ces grands labos-là à travers le monde. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on est aussi capable de convertir ça, si on veut, ou de transformer ça en valeur pour l'IA qui, à mon avis, va être l'IA qui va être la plus importante dans le futur parce que c'est celle qui va être construite de manière sécuritaire à la base. Donc, on est vraiment en train de transformer cette force de frappe-là en quelque chose quelque chose qui va avoir une importance très, très grande, pratique sur le monde par la suite. On l'a mentionné quelques fois. Toi, tu l'appelles professeur parce que tu as travaillé avec lui de très près. Moi, c'est juste Yoshua Bengio. Mais comment ça se passe entre vous deux? Parce que, bon, tu es quand même en charge de la recherche. Lui, c'est essentiellement un chercheur par la base. Comment ça se passe entre vous deux? Je l'appelle professeur Bengio pour les besoins de ton podcast. Pour vrai, je l'appelle Yoshua.
Mais non, ça se passe vraiment super bien. Moi, l'histoire de Waverly, bon, c'est une start-up. Une start-up, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Là, ça se terminait. Je m'étais donné l'été pour jaser avec les gens qui m'inspirent, me promener un peu Et tu avais été partout. très transparent, hein, parce qu'on pouvait te suivre sur LinkedIn. On ne savait pas avec qui tu parlais, mais on savait que tu parlais. Oui, c'est ça, Ouais. exactement. Puis, donc, j'ai rencontré plein de monde comme ça, dont, évidemment, Yoshua. Et, tu sais, de notre conversation, un peu, j'ai dit, ah, ben, tu sais, j'étais plus distant peut-être de ses positions il y a quelques années. Puis, on en parlait assez. Tu sais, même, il y a des distances, évidemment, entre les chercheurs dans ce domaine-là, mais entre lui et moi, ce qu'il y a toujours eu, c'est une communication franche, honnête. Il y a beaucoup d'humilité dans la manière dont on discute. Et puis même s'il y avait une distance, on réussissait à s'en parler de manière Parce que vous vous transparente. challengez, parce que vous faites Exact, avancer exact. mutuellement. Ouais. C'est ça, donc un respect mutuel, mais en même temps dire, ben, je suis pas si certain que ça, que le risque est demain matin, et puis peut-être qu'on devrait s'intéresser plus au risque de billets, au risque de fausses nouvelles et tout ça. Puis notre position est nuancée, on peut pas toujours l'exprimer avec toutes ces nuances-là sur la place publique, mais ce qui s'est passé, c'est que je l'ai vraiment rejoint. On s'est rejoint, si on veut, à travers mes dernières expériences. C'est vraiment un constat que l'état de l'intelligence artificielle en ce moment fait en sorte qu'il faut allouer plus de notre attention collective, si on veut, aux problèmes qui sont ceux auxquels on s'intéresse. Donc, perte de contrôle, des alignements, ce genre de choses-là. On le voit, là, tu sais, les exemples tu sais, sont plus anodins, là, des IA on les entraîne là, pour nous imiter, pour imiter Mhm. les humains. Et dans les expériences qu'on fait, on se rend compte qu'ils sont capables de faire des choses comme, je sais pas, de nous tromper ou d'essayer de nous tromper, ou d'utiliser du langage, en tout cas, qui exprime ça. Et là, on se dit, ben, tu sais, les risques qu'on entrevoyait comme théoriques, ben, ils sont plus proches qu'on pensait. Ouais. Donc là, aujourd'hui, ce que je dirais, c'est que oui, il y a le respect, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'alignement dans la manière dont on évalue les risques futurs. Oui. Tu insistes sur l'idée de l'IA encadrée par des principes démocratiques. Quand tu dis ça, pour toi, qu'est-ce que tu as en tête? Est-ce que ça passe par des lois? Est-ce que ça passe par des choix technologiques ou éthiques? Oui. Au niveau de loi zéro, disons, j'ai fait le choix de l'organisation. L'objectif de l'organisation est clairement recherche et technologie. Quand on pense aux besoins qu'on a comme société pour faire en sorte que l'IA soit bénéfique pour l'humanité, il y a au moins deux pôles. Il y a le pôle autour de ce qu'on doit faire autour de la législation, tout ça, donc le pôle sociétal, et il y a le pôle technologique. Même au niveau de la technologie, on ne sait pas nécessairement encore comment le faire comme il faut. Euh, on a besoin des deux. Avec Loi Zéro, j'ai décidé de me dédier plutôt au côté technologique, recherche, tout ça, parce que les deux vont s'alimenter naturellement. Personnellement, je suis convaincu qu'on a besoin d'un encadrement c'est plus juste puis plus ancré dans des valeurs démocratiques. Mais c'est certain que les progrès qu'on va faire en recherche, les progrès qu'on va faire en développement vont alimenter notre réflexion puis notre capacité à mettre en place ces lois-là. Philippe, on sent que Loi Zéro, ben, vous communiquez pour que le grand public soit conscient de votre travail. Parallèlement, je trouve ça intéressant parce que, dans le fond, toi, tu es à la base aussi un homme d'affaires, mais tu es un chercheur. Quand on regarde ça, est-ce que la communication avec la population en général est importante? Puis c'est drôle parce que je dis ça, puis je pense à toi qui participe semaine après semaine à Radio Talbot avec Denis Talbot, et j'espère que tu vas poursuivre avec eux, même avec tes nouveaux engagements. Est-ce que pour toi, c'est important de garder ce contact avec le citoyen pour les rendre critiques s'ils ne sont pas par rapport à l'IA? Oui, absolument. Tu parlais de l'importance d'ancrer nos décisions dans des processus démocratiques. Ça passe par une meilleure compréhension de ces systèmes-là. Puis c'est un défi parce que même au niveau des plus grands chercheurs, on a une compréhension qui n'est pas parfaite. On le disait tout à l'heure, tu sais, ça nous a surpris. Donc, malgré ça, je pense qu'on comprend certains aspects, on comprend les capacités, les limites, les risques. On a des différends entre nous par rapport à ça, mais on peut essayer de parler de ça de la manière la plus claire, la plus humble, la plus honnête possible sur la place publique. Moi, j'ai le désir de continuer à le faire. Ça fait partie de mon mandat chez Loi Zéro. À mon avis, plus on va être en mesure de le faire, mieux ça va être.
J'irais même un peu plus loin. Je pense qu'on a besoin de plus d'espace collectif en société pour réfléchir à ça. J'ai eu la chance de parler, par exemple, à des étudiants en théâtre à l'École nationale de théâtre. 200 étudiants dans la salle. Les questions qu'il y avait, ça venait de... C'était fondamental, là, ça venait les chercher. Et ancré dans leur milieu aussi, là. Ancré dans leur réalité. Puis moi, d'avoir la chance d'interagir avec eux, avec justement toutes les nuances qu'on se doit apporter, étant donné notre compréhension qui n'est pas parfaite, je pense que ça a vraiment donné une espèce de souffle, en tout cas, ou quelque chose. Tu sais, même si tu sors et tu dis, j'ai pas toutes les réponses, au moins l'impression d'avoir des espaces pour réfléchir à ça, où la réalité n'est pas niée, on ne la met pas en dessous du tapis. J'ai l'impression qu'on a besoin d'encore beaucoup de ça. C'est pas dans notre mission directement à Loi0, mais c'est quelque chose qui me tient personnellement très à cœur et que je vais continuer à faire. Est-ce que j'entends par là que je pourrais te réinviter à l'occasion? Avec plaisir, ça me fera plaisir. Bon, ben merci. Puis c'est entendu par les auditeurs. En terminant, Philippe, parce que tu as un horaire de premier ministre, là, je vais te laisser partir, mais en terminant, tu le disais, tu viens d'arriver, mais ça va être quoi une première année réussie pour toi chez Loi0? C'est une super question. Il faut qu'on réussisse à connecter la recherche. En ce moment, on a une équipe de chercheurs, là, c'est vraiment phénoménal ce qu'on réussit à attirer ici, puis la qualité attire la qualité, fait qu'on est vraiment en train de mettre en place une équipe de chercheurs exceptionnelle. Il va falloir qu'on réussisse à connecter ça à des objectifs concrets, des choses qu'on va pouvoir montrer sur la place publique, être fiers de mettre ça de l'avant, puis se tenir sur la même scène même si nos objectifs sont différents, se tenir sur la même scène qu'un OpenAI ou qu'un Anthropic, puis dire, ben nous, on est du même calibre, mais on voit les choses différemment, on fait les choses différemment, et puis on a un impact similaire. Je pense que dans un an, on est capable de se rendre pas trop loin de ça. Philippe Baudouin, directeur principal recherche chez Loi0, merci d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes questions, puis je te dis à la prochaine. Merci beaucoup, Bruno. Maintenant, on s'intéresse à une annonce qui a retenu l'attention dans le monde des technologies d'entreprise. C'est AWS qui a lancé un marché d'agents IA. Pour les organisations, cette vitrine représente bien plus qu'un simple catalogue parce que c'est une façon directe d'intégrer des solutions d'intelligence artificielle validées dans leur écosystème. Je me suis dit que la meilleure façon de comprendre c'est quoi cette nouvelle place de marché d'agentique, c'était encore de parler à une entreprise qui a décidé d'y être présente pour proposer ses solutions. Alors, Coveo, l'entreprise québécoise bien connue dans le domaine de la recherche d'informations intelligentes, y propose de son côté ses solutions d'agents propulsés par l'IA. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement, cette présence dans un marché d'AWS? Quel impact ça peut avoir sur l'adoption de l'IA en entreprise? Pour en parler, je rejoins tout de suite le vice-président stratégie apprentissage automatique chez Coveo. Bonjour Sébastien Paquette. Bonjour. Sébastien Paquette, j'ai présenté la nouvelle proposition de Marketplace d'AWS, mais concrètement, pour un joueur comme vous qui proposez des services, des solutions à vos clients, qu'est-ce que ça vient changer pour une entreprise comme la vôtre là, d'être présent dans un Marketplace d'AWS? Ben, ce que ça facilite, en fait, c'est tout le processus d'achat d'applications. Donc, le fait que les clients d'Amazon peuvent trouver Coveo facilement dans le Marketplace, puis aussi tout le processus de négociation ou d'évaluation du fournisseur, étant Coveo ici, est beaucoup simplifié. Donc, vu que pour nos clients, c'est plus facile d'acheter Coveo à travers la plateforme d'Amazon, donc pour nous, ça réduit nos cycles de vente, puis ça nous permet d'être découverts, puis en même temps que plus rapidement, on puisse être utilisé par nos clients. La partie découverte, on va y revenir, mais là, il y a quelque chose que vous avez dit. C'est plus facile pour vos clients actuels d'acheter vos produits. Expliquez-moi ça. Je vous dirais que c'est pour les clients d'Amazon plus que nos clients actuels. Okay. On a déjà un contrat avec eux. C'est ça, puis ils ont déjà, ils ont déjà accès à votre savoir-faire. Pour les clients d'Amazon qui n'auraient pas déjà un contrat avec Coveo, ça vient plus facile pour le mettre en place. Généralement, tout le processus d'achat est simplifié étant donné que le marketplace est déjà approuvé par leur organisation normalement. Il y a un saut d'approbation et donc de confiance là. Ouais. Qu'est-ce que cette vitrine-là vient ajouter? Comment vous l'évaluez? Pour l'évaluer, ça va venir, comme vous dites, ça vient d'être lancé, donc on va voir comment ça va aller. Mais je vous dirais ce qu'on a vu avec le marketplace, parce qu'on était déjà dans le marketplace, je vous dirais, standard. Ouais. Mais maintenant, d'être reconnu dans le marketplace agent et IA,
Ça nous permet de nous débarquer un peu dans ce domaine-là où ce que présentement, il y a vraiment beaucoup de bruit, vraiment beaucoup de joueurs. Donc là, on est vraiment dans une vitrine qui est approuvée par Amazon, puis que les clients d'Amazon peuvent avoir un plus haut niveau de confiance. Fait que je pense que pour nous, ça nous permet de nous démarquer là, dans ce domaine-là où il y a vraiment beaucoup de joueurs là, présentement. Bon, puisque je vous ai avec moi, je vais quand même en profiter. Qu'est-ce que vous proposez comme nouveau produit dans cet espace-là d'agent IA? Donc, Coveo offre une plateforme de recherche d'informations. Ça fait plus de 20 ans qu'on C'est fait de votre la expertise. Ben oui. Exact, qu'on fait de la recherche d'informations en entreprise. Puis avec l'avenue des modèles d'IA générative, puis maintenant les agents, on s'est rendu compte que la recherche d'informations demeure essentielle pour ces agents-là. Par exemple, quand vous utilisez ChatGPT, vous le voyez vite quand il va chercher sur Internet pour avoir plus d'informations à jour que quand il essaye juste d'utiliser, avant qu'il ait accès à Internet, par exemple, pour juste utiliser ses connaissances internes. On n'a vraiment pas la même richesse de réponses puis la même qualité. Donc, Coveo vient offrir aux entreprises un peu cette recherche-là, mais au niveau des données d'entreprise, pas au niveau du web. Donc, les entreprises peuvent s'assurer que les réponses qui sont fournies par leur LLM, leur système, sont vraiment ancrées dans leurs données d'entreprise. Puis on permet de le faire, d'indexer n'importe quel document dans une entreprise, peu importe dans quel système il est, de le faire de manière sécurisée. Donc, si différents utilisateurs n'ont pas les mêmes accès, ils ne verront pas nécessairement les mêmes réponses non plus. Ça nous permet de le faire aussi à grande échelle. Donc, permettre à nos clients là, de pouvoir avoir plusieurs expériences génératives, plusieurs agents qui sont basés sur la même plateforme d'accès à l'information qui serait Coveo ici. Ça a été quoi l'expérience de onboarding pour embarquer là, sur cette nouvelle place d'affaires? Est-ce que c'est aussi, entre guillemets, simple que quand on parle de votre présence qui était déjà là, dans l'offre d'AWS, ou est-ce qu'il y a eu un processus différent? Il y a quand même eu un bon processus où nous, on a fallu décrire nos capacités pour aider soit ce qu'on fournit comme expérience IA ou aider nos clients à avoir des agents. Donc, il fallait vraiment passer par un processus d'évaluation de notre application, puis aussi à quel point on avait les accréditations, puis la capacité de soutenir les entreprises, les grandes entreprises, donc notre capacité à soutenir les clients d'Amazon. Donc, quand même un processus, donc c'est pas juste une application simple, il faut quand même prouver à Amazon qu'on est un partenaire de confiance. Puis je pense que c'est ça, comme j'ai dit tantôt, qui vient ajouter de la valeur. C'est le fait juste le fait d'être dans cette plateforme-là donne un saut de qualité là, sur Coveo. Est-ce que toute l'offre de Coveo peut se mouler? Parce qu'on s'entend, c'est un peu comme le cheval de Troie qui arrive. Ils vont vous découvrir par cette IA agentique, là. Est-ce que par la suite, vous voyez proposer tout le reste de votre bagage d'expertise par cette petite porte-là? Oui, exactement. Donc, nous, on supporte tous les clients à travers le monde. Donc, on a des déploiements chez Amazon dans plusieurs régions dans le monde. Puis, on supporte plusieurs langues. Donc, on est capable de supporter des clients internationaux. Puis, ça vient avec la même plateforme. Donc, c'est la beauté d'être dans le cloud, là. Donc, on peut supporter tous les clients avec la même plateforme. Oui, très ouvert, en fait, à avoir de nouveaux clients à l'international. Puis pour Coveo, je vous sors du marketplace d'AWS. Pour Coveo, toute cette révolution des agents IA, ça se place où dans le développement de vos solutions? Pour nous, ça a vraiment été une continuité, je vous dirais. C'est qu'on a toujours offert des services de recherche d'information. Maintenant, ce que ces systèmes-là nous ont apporté, c'est une amélioration au niveau de l'interface humaine que je dis tout le temps. Donc, maintenant, les utilisateurs sont capables de poser des questions plus évoluées et de recevoir des réponses aussi qui sont personnalisées puis générées, en fait, juste pour eux. Donc, pour nous, ça a été vraiment un ajout par-dessus notre plateforme de relevance de recherche d'information. Donc, à ce moment-là, ça vient à la fois nous aider à mieux comprendre la question ou le problème que l'utilisateur a, rechercher l'information nécessaire, puis par la suite, lui retourner une réponse qui est dans son langage aussi,
puis qui est personnalisé à lui. Donc, je vous dirais que c'était vraiment une continuité. Ça vient nous aider à améliorer notre système. Est-ce que c'est une évolution, une révolution? Je pense justement C'est quasiment plus une ouais. révolution, là, je vous dirais, vu l'impact. Là, Ouais. donc, parce que ce qui a le plus changé, c'est les attentes des utilisateurs. Donc, maintenant, tout le monde est habitué d'utiliser ChatGPT, donc ils assument que les autres systèmes devraient aussi être capables de les comprendre puis de leur répondre de la même manière. Donc, c'est vraiment, tu sais, des nouvelles attentes des clients puis une révolution auquel il faut s'adapter. Mais je pense qu'on était vraiment bien placés, là, étant déjà en IA depuis plus de 10 ans. Là, Ah donc, oui. ça nous a vraiment aidé à arriver avec une solution qui est clé en main, en fait, là, pour Relevance Generative Answering, où ce que les clients, en moins d'une heure ou deux, sont capables d'avoir une réponse générée sur leur site de recherche. Donc, puis qui a vraiment un gros impact là, sur les, les métriques système qu'ils ont. Là. Par exemple, on voit souvent des 20 à 30 de case deflection. Donc, quand les gens arrivent pour créer un cas, ben, finalement, ils sont capables de trouver l'information par eux-mêmes. Donc, ils n'ont pas besoin de créer le cas de support. Puis ça a une grosse valeur pour nos clients, là, étant donné qu'ils ont moins de ressources là, à mettre sur répondre aux questions de leurs clients. Vous connaissez la puissance de vos outils. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que vos clients sont conscients du potentiel de ce qu'ils peuvent faire avec? Je vous donne l'image. On a toujours dit que les gens n'utilisent même pas 10% du potentiel de leur logiciel Word. C'est probablement la même chose avec votre solution. C'est sûr que c'est variable d'un client à l'autre. Il y a des clients qui sont plus, ils veulent tout utiliser ce qu'ils peuvent, tout utiliser les fonctionnalités du système. Mais Et là, pour la on grande est majorité. là. Ouais. Hein? Et Mais pour la la grande majorité majorité. utilise quand même beaucoup, puis on les aide aussi parce qu'on a toute une équipe de Customer Success, donc succès à la clientèle, qui est justement là pour les suivre, les aider à le configurer, les aider à voir qu'est-ce qu'ils pourraient utiliser, leur donner des conseils sur où ils pourraient l'utiliser davantage. Donc, étant donné qu'on sait qu'on a un système complexe, puis l'environnement d'IA est quand même complexe, on a de l'aide qui vient avec Coveo pour justement aider nos clients à l'utiliser à bon escient. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, dans le monde où il y a énormément de solutions et d'offres maintenant avec la facilité qu'amènent les IA agents, est-ce que vous diriez que la différence passe par le service et par l'expertise que vous avez développée? Je pense que ça vient aider, c'est vraiment un plus. La base technologique est aussi très importante, bien entendu. Mais je pense que de vraiment bien utiliser la technologie est très important, comme on vient de le dire. Mais la plateforme technique aussi, là, donc on voit beaucoup de bruit dans le domaine. On voit quand ChatGPT est sorti, on voyait on n'a plus besoin de search, on a juste besoin de vector database. Mais au final, on dit non, finalement, toute la pertinence d'un engin évolué de recherche est très utile si on veut être précis dans les réponses qu'on retourne, si on veut être capable de trouver l'information dans une entreprise. Donc, je vous dirais que la solidité de la plateforme sur laquelle, parce que c'est la même plateforme de recherche d'informations qu'on va utiliser pour bâtir nos agents de service à la clientèle, nos agents d'aide à nos employés, etc. Donc, si on est pour avoir des centaines d'agents qui utilisent le système d'information, ben, c'est important qu'il soit solide. Puis je pense que c'est la base de toute l'IA. Donc, on le voit vite là, quand les modèles d'IA sont pas bien ancrés là, dans les données d'une entreprise. C'est là que ça commence à halluciner. C'est là que ça parle de vos compétiteurs au lieu de parler des clients. Donc, là, ça devient un peu, ça devient vraiment avec une expérience qui est pas optimale. Donc, je pense que la qualité technologique est aussi très importante. Puis la base d'une expérience de qualité avec un outil aussi puissant que vous, ça demeure quand même la qualité des trousses de données qu'une entreprise va avoir. Vous ne ferez pas des miracles avec une entreprise qui arrive chez vous et qui dit là, notre serveur, les données sont là, mais on ne sait pas ce qu'il y a. Oui, effectivement. Donc, ça, c'est un peu une éducation qu'on fait avec nos clients aussi quand ils viennent d'arriver chez Coveo, là. Mais ici, on vient aussi les aider dans le sens que oui, on ne peut pas faire n'importe quoi si l'information n'est pas là. Mais en même temps, on peut les aider parce qu'on leur offre des outils qui identifient
ce qu'on appelle les trous de connaissances. Donc, on vient de leur dire ici, on reçoit souvent ces questions-là, mais vous n'avez rien dans vos documents qui permettent d'y répondre. Donc, ça serait peut-être bien de créer un article ou une page ou un site au Cet complet. angle mort-là, le couvrir. Ouais. Exact. Donc, on identifie les angles morts de nos clients. On vient essayer de les aider. Puis en même temps aussi, on va les aider si les documents sont pas très bien structurés pour aider à la recherche d'informations. Je vous donne un exemple simple à comprendre. Un client qui a plusieurs versions de produits, peut-être qu'ils ont la même page identique pour chacun des produits, puis que le nom du produit, c'est juste un URL ou un titre à quelque part. Ben là, des fois, les modèles peuvent devenir mélangés entre les versions. Donc, ils ne sauront plus exactement s'ils vont aller chercher de l'information. Tandis que quand on ajoute le bon contexte, donc on dit vraiment, ce document-là parle de quel produit, à ce moment-là, on a des réponses beaucoup plus structurées. Donc, c'est juste un exemple, mais ici, on va venir les aider à identifier ces cas-là. Donc, ici, vous avez juste à rajouter un petit contexte pour votre produit dans le document, puis là, votre système va vraiment mieux marcher, là. En terminant, Sébastien Paquette, qu'est-ce que vous espérez de votre présence avec des agents IA sur le marketplace d'AWS? J'espère vraiment que ça va nous permettre d'être utilisé de plus en plus par les gens qui développent avec Bedrock Agents puis les autres outils de AWS. Je pense qu'on a un partenariat où on est vraiment complémentaires avec AWS puis Coveo. Puis juste qu'on continue à grandir sur la plateforme d'AWS puis qu'on continue à bien servir nos clients, là. C'est déjà beaucoup de travail. Sébastien Paquette, vous êtes vice-président stratégie apprentissage automatique chez Coveo. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Merci, Bruno. Au revoir. L'intelligence artificielle transforme déjà nos entreprises, mais peu d'acteurs canadiens peuvent offrir des solutions complètes, souveraines et à grande échelle. Mais Bell veut changer ça. Avec son annonce récente d'un réseau d'IA d'envergure nationale soutenu par des centres de données répartis à travers le Canada et un nouveau partenariat stratégique avec l'entreprise canadienne Cohere, Bell propose désormais une offre bout en bout conçue ici pour les organisations de chez nous. Pour en savoir plus, je vais rejoindre Michel Richer. Il est le premier vice-président chez Bell. Il est responsable des solutions d'entreprise, de l'ingénierie des données et de l'intelligence artificielle. Bonjour, M. Richer. Bonjour. M. Richer, en mai dernier, vous avez annoncé la mise en place dans l'ouest du pays de 6 mégacentres qui allaient vous permettre d'offrir une solution d'IA. Là, cette semaine, vous annoncez un partenariat avec Cohere. Comment vous présentez cette nouvelle offre ou ce virage IA de Bell? Donc, ce qu'on a annoncé il y a quelques semaines, c'est ce qu'on appelle le réseau d'IA de Bell. Donc, c'est vraiment un investissement majeur pour nous permettre d'investir dans une couche d'infrastructure et des couches logicielles qui sont sous-tendues par cette couche d'infrastructure pour soutenir l'IA à l'échelle canadienne avec des solutions souveraines. Donc, si on passe aux différentes couches, une couche d'infrastructure physique pour commencer, qui est composée de notre réseau de fibre optique et ensuite de centres de données, avec les 6 premiers qui ont été annoncés dans l'Ouest, qui constitue le projet de calcul en IA le plus important au Canada en ce moment, avec un réseau qui va à terme avoir plus de 500 mégawatts de capacité. Deuxième couche, c'est une couche qui en est une d'infrastructure logicielle, dans laquelle viennent s'inscrire les grands modèles de langage, comme celui de Cohere, qui vient d'annoncer un partenariat super avec ça aujourd'hui. Ensuite, une couche de services professionnels et services gérés offerts par Ateco, qui est la marque de Bell en services professionnels technologiques. Puis finalement, une couche d'applications logicielles en IA. Donc, là, ce qu'on voit, c'est le réseau complet qui est en train de prendre forme. Le partenariat spécifiquement avec Cohere nous permet de venir offrir une solution intégrée de agentique AI aux entreprises canadiennes sur une base souveraine. Donc, Cohere, entreprise canadienne avec des modèles canadiens. Et on vient attacher la possibilité d'avoir une offre de bout à bout avec à la fois les modèles qui sont hébergés au Canada,
dans une infrastructure qui est gérée par une entreprise canadienne et avec les données qui sont stockées au Canada, avec les données qui vont transiter uniquement au Canada. Et quand on parle d'une solution ou d'une offre souveraine, mettons qu'on est en auto et qu'on passe devant vos 4 installations ou les 2 centres de données, on verrait le logo de Bell sur les bâtisses. C'est pas de la sous-traitance avec une autre entreprise, là. Exactement. Est-ce que c'est un nouveau virage pour Bell ou est-ce que c'est la suite logique des solutions d'entreprise et d'organisation que vous offriez dans le passé puis qui évolue aujourd'hui? Une question qui est super intéressante. La manière dont j'y pense, on regarde Bell, c'est une entreprise qui est au Canada, basée au Québec depuis 145 ans maintenant. Ce qui est notre cœur de métier depuis les tout débuts, puis à travers cette période-là, ça a été de bâtir et d'opérer de l'infrastructure technologique à très grande échelle. Donc, on revient il y a 145 ans, la révolution technologique était le téléphone. À plusieurs générations de technologies plus tard, on a fait la même chose avec la téléphonie mobile, avec Internet, à une certaine époque avec la télévision satellite. Si on regarde, on se projette vers l'avant maintenant, la révolution technologique qui est en place et qui va continuer à s'accélérer d'après nous, c'est la révolution de l'IA. Donc, est-ce que c'est quelque chose de nouveau dans une certaine mesure? Oui, mais c'est en continuité avec notre cœur de métier, puis notre mission d'appuyer nos clients d'entreprise, puis le Canada en tant que pays pour aller de l'avant dans cette direction. Mais ce qui est particulier à la situation aujourd'hui, quand vous avez déployé le téléphone, vous étiez pas mal le seul. Quand la téléphonie mobile est arrivée ou quand l'Internet est arrivé, il y avait d'autres joueurs, mais vous étiez quand même un des plus gros, sinon le plus gros dans certains marchés. Mais là, quand on arrive avec des solutions d'IA, il y a déjà sur le terrain des gros joueurs américains. Et là, vous arrivez, et est-ce qu'on peut dire que le gros différentiel dans l'équation, c'est d'offrir aux Canadiens une solution canadienne pour s'assurer qu'ils sont protégés par les lois canadiennes? Est-ce que c'est ça qui vous différencie de l'offre qui est proposée par d'autres joueurs qui ne sont pas canadiens, mais qui ont des installations ici? Oui, absolument. C'est un gros différenciateur d'avoir de la capacité de calcul, de la capacité de stockage qui sont souveraines pour que les entreprises canadiennes puissent y avoir accès, puissent développer sur cette technologie-là. En même temps, c'est un écosystème qui va continuer à évoluer de manière très riche et complexe, dans lequel il va y avoir beaucoup de partenariats. Donc, dans tous ces cas-là, est-ce qu'il va y avoir des éléments de technologie qui vont provenir de l'extérieur? Absolument. Mais d'avoir un actionnaire de contrôle ainsi qu'un opérateur qui est canadien, ça donne un élément de contrôle au niveau légal, de contrôle au niveau opérationnel, puis un niveau de résilience qui est différent dans plusieurs cas. Est-ce que ça veut dire que dans le cadre de cette offre-là, bien précisément, là, tous vos partenaires tiers vont devoir être canadiens ou du moins offrir une solution à partir du pays pour s'assurer de garder la souveraineté tout le long du service, là? Offrir une solution à partir du pays, oui, avec un opérateur canadien. D'accord. Je veux revenir sur Cohere parce que c'est la grosse nouvelle de la semaine. Je trouve ça intéressant parce que c'est un peu comme un saut de qualité que vous a posé parce qu'en annonçant que vous allez proposer les solutions de Cohere à vos clients, qu'ils soient dans le domaine des affaires ou même du public, d'un gouvernement, vous dites aussi que vous allez l'utiliser au sein de Bell. Qu'est-ce que ça va amener pour Bell d'utiliser les outils de Cohere? Donc, la suite d'outils de Cohere, c'est à la fois des modèles d'intelligence artificielle, puis une suite de développement agentique dont le nom est North, va nous permettre de donner accès à 100% des employés de Bell à des outils d'intelligence artificielle de premier plan. Donc, concrètement, ce que ça va nous permettre de faire, c'est d'aller chercher des gains de productivité, des gains d'expérience client, des gains de productivité autant au niveau des activités, de ce qu'on peut amener comme produit, développement de produits pour nos clients, de livraison de produits, à la fois dans les services aux consommateurs et dans les services aux grandes entreprises. Puis, comme vous le disiez, c'est non seulement une manière pour nous d'aller de l'avant, d'aller chercher ces bénéfices-là, mais aussi parce qu'on le met en place à si grande échelle, de développer les compétences professionnelles pour ensuite aller épauler beaucoup d'autres entreprises dans leur déploiement aussi. C'est des déploiements d'entreprises qui se trouvent à demander de l'intégration dans un grand nombre de systèmes pour aller chercher plein de bénéfices. Mais vous utilisez déjà, d'ailleurs, on s'en était parlé il y a un moment, vous utilisez déjà l'IA chez vous. Qu'est-ce que ça vient rajouter? Ça vient rajouter, je dirais, 3 éléments.
Un premier élément qui est la possibilité, parce que c'est une plateforme conçue pour les entreprises, d'aller s'intégrer à tous nos systèmes existants. Donc, de l'IA est très puissante seulement dans la mesure où, d'une part, elle peut se connecter à nos données d'entreprise, puis elle peut, d'autre part, ensuite se connecter à nos systèmes d'action d'entreprise. Donc, nous permettre d'aller vraiment aller chercher le plein potentiel de l'IA, requiert ces deux éléments-là. Donc, ça, c'est le premier élément, l'intégration système, l'intégration données. Deuxième élément, c'est Cohere nous permet de développer des modèles spécifiques à Bell. Donc, des modèles qui vont apprendre sur les données de Bell plutôt que des modèles d'IA génériques, ce qui permet d'avoir des modèles qui, en général, sont meilleurs. Et Cohere se distingue dans le marché d'entreprise avec des modèles dont la fiabilité est très, très élevée. Donc, une fois que le modèle est entraîné dans le contexte d'entreprise, un taux d'hallucination qui est le meilleur dans l'industrie. Donc, encore une fois, dans un contexte d'entreprise, la fiabilité est une très grande importance pour qu'on puisse se dire, oui, on a confiance, on va chercher les bénéfices. Le troisième élément, c'est l'élément de souveraineté, ce qui nous permet d'avoir, dans un contexte de sécurité de l'information, une confiance absolue dans le fait que les données résident surtout au Canada, puis peuvent être utilisées pour entraîner un modèle au Canada. Vous parlez des données. Comment on assure la sécurité des données qu'on traite et comment on s'assure qu'elles restent au Canada? Dans ce contexte-ci, il y a deux éléments quand on pense aux données. Il y a où est-ce que les données sont stockées et il y a où est-ce que les données transitent. Comme on contrôle le réseau de fibre optique au pays, on s'assure que les données transitent toujours au pays. On est le seul opérateur qui peut garantir un transit de données au pays. Ensuite, le stockage des données se fait dans nos installations qui sont au pays. Donc, ça garantit que ça réside là. C'est dans le contexte de souveraineté numérique. Puis, ensuite, il y a le contexte de sécurité qui vient s'ajouter, qui est fait à travers nos équipes de cybersécurité. Puis, une chose dont on n'a pas parlé dernièrement, mais on a aussi acquis des entreprises de cybersécurité dans la dernière année pour venir pouvoir mettre ce wrapper, pardon pour le terme anglophone, autour de toute l'offre du réseau de CDA de Bell. Donc, vous êtes en plus autonome au niveau de la cybersécurité du réseau. Au niveau de l'opération, absolument, avec des partenariats pour certains éléments technologiques. Là, vous annoncez donc l'arrivée de Cohere dans l'offre de Bell. Ça va ressembler à quoi comme offre? Est-ce que vos clients, autant du côté privé que public, est-ce que vos clients vont pouvoir choisir des modules? Comment ça va se passer? Au niveau entreprise et gouvernement, les clients vont pouvoir soit avoir accès à leur propre plateforme qui va être déployée sur notre infrastructure, soit pouvoir aller consommer les modèles de Cohere directement sur notre infrastructure à travers une offre infonuagique. Puis en terminant, c'est votre spécialité puis c'est votre domaine de penser à l'IA, puis le dossier de la souveraineté numérique est tombé aussi dans votre bureau. Est-ce qu'il y a des pays qui vous inspirent par rapport à ce qu'ils sont en train de faire dans le domaine de développer leur réseau pour s'assurer d'être souverain? Je dis pays, mais ça peut aussi être des continents, là. Oui, au niveau de la souveraineté numérique, les quelques références dans le monde en ce moment sont probablement la France, l'Allemagne, l'Australie, avec plusieurs autres pays, d'autres Canada, qui sont en train de développer des stratégies très intéressantes aussi. Michel Richer, vous êtes premier vice-président solutions d'entreprise, ingénierie des données et intelligence artificielle. Merci infiniment d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Merci à vous. Bonjour. Au revoir. On va maintenant à Toronto retrouver Carl-Édouard Michel qui s'est entretenu un peu plus tôt avec Martin Brouard, un vétéran de l'industrie du jeu vidéo et actuellement producteur exécutif et cofondateur de chez Studio Imuji. Il nous parle de son parcours, mais aussi de son tout nouveau jeu Bonaparte. Merci de prendre le temps de jaser avec nous aujourd'hui. Avant de commencer à parler de jeux vidéo, j'aimerais ça parler un peu de comment tu as commencé ta carrière, parce que tu n'as pas commencé avec le monde du jeu vidéo. Tu avais fait autre chose avant, mais qui est relié avec le monde du cinéma. Peux-tu nous en parler? Ouais, moi, je suis un gros geek, puis tout jeune, j'ai commencé à jouer à des jeux vidéo.
j'étais passionné par ça, mais j'ai toujours été aussi passionné de littérature, de bande dessinée, de cinéma, puis tout ça. J'ai étudié en cinéma, en fait, puis jeune, dans ma vingtaine, donc il y a à peu près une trentaine d'années, j'ai commencé à faire du court-métrage, donc je réalisais des courts-métrages, j'ai gagné pas mal de prix d'ailleurs, des trucs, puis je me suis bien investi dans la scène du cinéma indépendant. Là, j'étais longtemps directeur général de Spirafilm, la coop de cinéastes indépendants à Québec. J'ai fondé le Festival de cinéma des Trois-Amériques, donc j'étais coprogrammateur et en fait directeur artistique, donc on sélectionnait les films, on faisait ça. Donc, en parallèle de faire mes films, j'étais beaucoup dans la diffusion des œuvres. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, qui m'intéresse encore beaucoup. Jusqu'à temps que, autour de 2008, Christian Daigle, qui est un des 3 fondateurs de Frima, m'approche. C'est un bon ami à moi, avec qui je faisais des films d'ailleurs. Et il m'a dit, Martin, on aimerait vraiment ça que tu te joignes à nous parce que tu as une certaine expertise au niveau du financement, puis tu connais les jeux vidéo plus que nous, en fait, parce que j'étais vraiment passionné. J'avais fait un documentaire aussi à l'époque qui s'appelle pour Télé-Québec. C'est un petit documentaire d'une 15aine de minutes que j'ai mis sur ma chaîne YouTube d'ailleurs. Et ce documentaire-là, qui durait 15 minutes, en gros, disait 3 choses. Premièrement, les jeux vidéo sont une forme d'art et c'est incroyable ce qui se fait et ça va être fou ce qui s'en vient dans les prochaines années. Deuxièmement, le e-sport, ça va devenir big parce que j'expliquais à l'époque que je présentais Guillaume Patry, qui était la grande vedette de StarCraft en Corée. Puis donc, j'avais accès à toutes les cassettes VHS de sa carrière en Corée. J'avais fait donc, je présentais dans ce documentaire-là l'ampleur de ce qu'était le e-sport en Corée à l'époque. Ici, ça existait pas. Et je parlais des MMO. À l'époque, c'était beaucoup Ultima Online. J'expliquais que dans les MMO, c'est assez important le fait que des gens peuvent, derrière leur ordinateur, devenir quelqu'un de très important. Alors, des gens avaient des relations, il y a des couples qui se formaient, il y a des gens qui étaient handicapés ou pas très social, mais qui devenaient dans un univers virtuel des gens d'une grande influence. Puis c'est drôle parce que Netflix ont sorti un documentaire qui dit à peu près la même chose récemment. Mais moi, je disais tout ça en 2000. Et les gens me disaient, mais t'es fou, tu délires complètement. Alors, j'ai quand même la preuve que je vous l'avais dit, parce que tout ce que je disais dans ce documentaire-là, en fait, ça s'est pas mal réalisé. Et donc, parce que j'étais passionné de jeux vidéo, mais aussi d'art et de cinéma, donc en tout cas, j'ai fait cette transition-là vers le jeu vidéo aussi parce qu'à un moment donné, travailler pour les organismes culturels, malheureusement, c'est quelque chose qui est vraiment un projet de passion. Mais on est généralement des salaires de crève-faim. Donc, à un moment donné, j'ai dit, bon, après presque 15 ans de semi-bénévolat, on va essayer de nourrir sa famille. Et donc, j'ai transitionné, puis je suis devenu producteur exécutif chez Frima, où je me suis occupé pendant 7 ans de tout le département de la propriété intellectuelle. Donc, je faisais j'étais producteur, je finançais, je produisais et j'auto-publiais tous les titres de Frima qui leur appartenaient, en fait. Là. Donc, je suis devenu un peu le spécialiste du Fonds des médias du Canada à cette époque-là. Après, j'ai rencontré Jong-Woo Kim, qui est un des 3 fondateurs de Kid Fox à Montréal, mais qui m'annonce pendant un 5 à 7 qui est déménagé à Québec. Je connaissais déjà Jong-Woo pour l'avoir rencontré à quelques reprises dans le passé à PAX, des trucs comme ça. Et je trouvais que c'est une personne avec des belles valeurs, avec qui je m'entendais vraiment bien. On est allé chercher Quinn Kimartas, notre 3e cofondatrice. Puis il m'a présenté son projet de jeu sur la Révolution française. Bonaparte, Mechanized Revolution. Donc, c'est vraiment un jeu de stratégie et de combat tactique sur la Révolution française. Mais pas Napoléon. Il n'y a pas de Napoléon dans notre jeu, donc on joue Céline ou César Bonaparte. Le but, c'est de se mettre dans la peau d'un des plus grands stratèges militaires et dirigeants politiques de l'histoire. On est très d'accord que Napoléon était pas un nice guy puis qu'il a fait beaucoup de choses horribles. Justement, l'idée, c'est que vous auriez fait quoi à sa place si vous aviez eu son génie et les opportunités qu'il avait? Montrez-nous ce que vous auriez pris comme décision, vous, à cette époque-là. Napoléon était encore juste un officier. La grande époque de Napoléon, c'est après la Révolution française. Mais nous autres, ce qui nous intéresse,
ce qui nous intéressait, c'était la Révolution française, donc la période de 1789 à 1799, qui est charnière dans l'histoire de la France, mais aussi du monde, parce que ça a eu un impact partout sur les grandes révolutions qu'il y a eu ailleurs dans le monde. Et puis, on s'est dit, ça va faire réfléchir les gens à l'histoire, à qu'est-ce qui doit se passer pendant la Révolution. Est-ce qu'on s'intéresse à la terreur? Est-ce que la fin justifie les moyens, comme les Jacobins étaient beaucoup comme ça? D'ailleurs, ils se sont tous presque guillotinés les uns les autres. Mais c'est super intéressant comme période pour faire un jeu. Et puis, vu que c'est un jeu de stratégie et de tactique, il n'y en a pas des jeux comme ça. Donc, on s'est dit, quand on a un jeu de stratégie, d'habitude, tu n'as aucun contrôle sur, mettons, le micromanagement du combat sur le terrain. Mm-hmm. Et quand tu as un jeu de combat sur le terrain, mettons comme Fire Emblem, tu as très peu de décisions. L'histoire est très linéaire, puis tu vas suivre l'histoire qui a été écrite. Dans notre cas, ce qu'on voulait, c'est un jeu dans lequel tu peux décider de l'histoire et des grands mouvements qui vont se passer, parce que tu peux passer des lois, tu peux passer des réformes, tu vas essayer de convaincre les gens à l'Assemblée nationale de te suivre, tu vas faire de la propagande pour changer l'opinion des différentes strates de la population envers différentes classes, la bourgeoisie, le clergé, tout ça. Donc, ça, c'est comme deux genres de jeux qu'on a mixés ensemble. Puis c'est pour ça qu'on est en période d'early access là, depuis quelques jours. Et on continue de faire des mises à jour, des updates en se fiant un peu aux réactions du public pour probablement sortir la version finale vers la fin de l'année, probablement au mois de novembre. Martin, un grand merci. Merci à toi, Carl-Edwin. À la prochaine. Direction la Suisse maintenant, où Thierry Weber nous propose une réflexion qui risque de faire réagir. Cette semaine, il revient sur une décision lourde de conséquences prise par une entreprise technologique bien connue et sur ce qu'il dit de l'environnement numérique helvétique. Une chronique qui soulève des questions essentielles sur l'innovation, la souveraineté et l'avenir des champions technologiques locaux. Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de Mon Carnet. Et si la Suisse devenait un repoussoir pour ses propres champions technologiques? Et oui, cette semaine, j'ai eu envie de vous parler de la décision choc de Proton, l'entreprise genevoise spécialisée dans la confidentialité numérique, qui a annoncé suspendre ses investissements en Suisse pour les réorienter à l'étranger. Oui, et on parle ici de 100 millions de francs suisses tout de même. Ce n'est que le début. C'est une véritable catastrophe, un véritable signal d'alarme pour le pays, surtout venant d'une société qui incarne si bien les valeurs suisses de neutralité, de sécurité et de souveraineté numérique. Alors, pourquoi une telle décision? Et que dit-elle de l'état actuel de notre environnement tech ici en Suisse? La question va être débattue. Et pour répondre à cette question, il faut dire que cette annonce n'est pas passée inaperçue. Andy Yen, le fondateur de Proton, a déclaré dans plusieurs médias il y a quelques jours que son entreprise ne comptait plus investir en Suisse pour développer ses solutions d'intelligence artificielle. En cause, une accumulation de facteurs jugés bloquants, instabilité réglementaire, lenteur administrative, manque de soutien public à l'innovation, mais surtout une législation en préparation qui obligerait les entreprises à notifier toute activité de traitement de données dépassant les 5000 utilisateurs. Quand Proton dit stop, il s'agit bien d'un symptôme inquiétant. Autrement dit, toute start-up ou service numérique dépassant un certain seuil d'utilisation serait soumis à des démarches administratives supplémentaires, créant ainsi une insécurité juridique que Proton juge incompatible avec son développement. En gros, vous devez montrer patte blanche et donner accès à toute cette data. Un truc complètement fou pour notre pays. On parle ici d'une entreprise Proton, qui a largement contribué à faire rayonner la Suisse à l'international, notamment, et je suis sûr que vous les reconnaissez, grâce à Proton Mail et Proton VPN, deux services emblématiques dans le domaine de la confidentialité numérique. Voir un tel acteur faire ses valises pour investir ailleurs ne peut pas laisser indifférent. Et là, on parle des 100 premiers millions.
Ce qui me frappe particulièrement, au-delà de la somme, c'est le paradoxe. D'un côté, une entreprise suisse pionnière de la cybersécurité, engagée pour les droits numériques. De l'autre, un pays dont les lois, à force de prudence ou de surprotection, finissent par brider ses propres champions. Pour avoir moi-même rencontré d'autres acteurs du numérique lors de différents salons ou conférences, je peux vous dire qu'il ne s'agit pas d'un coup de communication, mais bel et bien d'un ras-le-bol rationnel. L'obligation de déclarer systématiquement les traitements de données des 5000 utilisateurs, ça peut sembler anodin, mais c'est un véritable frein à la scalabilité, à l'agilité, bref, à l'innovation. Sur le plan économique, c'est tout sauf anodin. Ces 100 premiers millions de francs suisses investis à l'étranger, ce sont autant de talents, d'emplois, de savoir-faire et de propriétés intellectuelles qui ne bénéficieront plus à l'écosystème suisse. Alors, chez nous en Suisse, que se passe-t-il? La question reste ouverte. Il y a bien des tentatives de développer des pôles technologiques, des efforts cantonaux pour soutenir l'innovation, mais on reste beaucoup trop frileux, trop réactif au lieu d'être proactif. Il serait temps de se demander sérieusement, comment retenir nos pépites? Comment offrir aux Proton, aux NextThink, aux MindMaze ou autres des conditions favorables à l'expérimentation locale de technologies stratégiques comme l'IA. Et surtout, comment adapter nos lois sans faire fuir ceux qui placent justement la protection des données au cœur de leur modèle. J'en parlais dans un autre épisode. Est-ce que, pour le coup, avec l'arrivée de l'investissement massif d'un Microsoft à hauteur de 400 millions, est-ce que la souveraineté numérique suisse serait en danger ? Eh bien, finalement, ce que je retiens de tout cela, c'est que la Suisse risque de devenir le pays des belles idées, mais réalisées ailleurs. À trop vouloir encadrer, réguler, limiter, elle pourrait perdre de ce qui faisait justement sa force, un terrain neutre, stable, favorable à l'innovation responsable. Et vous, avez-vous remarqué autour de vous des talents, ces talents ou ces entreprises qui préfèrent aller voir ailleurs ? Ça me plairait de le savoir, faites-vous entendre dans les commentaires. Pour ma part, je continuerai à suivre ça de très près, ou en tout cas en franchissant la frontière s'il le faut. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant. Stéphane Ricoul nous propose aujourd'hui un regard éclairant sur un partenariat stratégique qui pourrait bien transformer la façon dont nous interagissons avec le numérique au quotidien. Une chronique qui nous invite à réfléchir à l'avenir des technologies portables et à leur intégration dans notre vie de tous les jours. L'annonce récente de la prise de participation de Meta dans Essilor-Luxottica à hauteur de 3%, pour la bagatelle d'environ 3 milliards d'euros, marque un tournant décisif dans l'évolution des technologies portables. Selon mon humble opinion, et contrairement aux échecs retentissants des casques de réalité virtuelle et à l'utopie du métavers, ce genre de lunettes connectées représente enfin une vision réaliste et pragmatique de notre futur numérique. Pendant des années, l'industrie technologique s'est acharnée à nous vendre des dispositifs encombrants, des casques onéreux qui nous isolent de notre environnement. Le métavers promettait un monde virtuel parallèle, mais exigeait que nous nous coupions du monde réel. L'échec était prévisible. Les humains sont des bibites sociales qui valorisent les interactions naturelles. À l'exception près des téléphones intelligents, je l'admets. Et voilà que des lunettes connectées résolvent ce problème fondamental. Elles s'intègrent parfaitement à notre quotidien car elles s'appuient sur un accessoire que nous portons déjà. Qu'il s'agisse de lunettes de vue ou de soleil, ces objets font partie de notre vie depuis des siècles. La friction d'adoption est quasi nulle, contrairement aux casques VR qui demandent un changement radical de comportement. Meta l'a compris, et vu le nombre de publicités que j'ai à présent dans mon fil Google News, ils ne semblent pas être les seuls. Je me suis même presque laissé tenter par une paire, mais disons que je vais attendre encore quelques semaines ou mois pour devenir l'heureux propriétaire, je l'espère, de ce qui me semble avoir de l'avenir. En 15 ans de lecture et d'écriture,
S'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est que l'histoire des innovations technologiques nous enseigne une leçon simple. Les technologies qui réussissent sont celles qui s'intègrent naturellement dans nos vies. Le téléphone intelligent a triomphé car il a absorbé des fonctions essentielles, comme téléphoner, communiquer, s'informer. Tout ça dans un format de poche. Les montres connectées ont trouvé leur public en augmentant discrètement un accessoire familier. L'intelligence artificielle est totalement intégrée et invisible. C'était de même pour Internet. Les lunettes connectées suivent cette même logique imparable. Nous n'avons pas besoin d'apprendre à les porter, de modifier nos habitudes ou de nous isoler pour les utiliser tellement on a l'air tous bêtes avec ça en pleine face, sans compter les gestes par rapport que nous faisons pour errer dans un univers virtuel que seuls nous pouvons voir et qui amuse beaucoup ceux qui nous regardent depuis leur monde réel. Ces lunettes se fondent dans notre apparence habituelle tout en augmentant subtilement nos capacités. C'est cette absence de friction qui constitue, selon moi, leur plus grand atout. En s'alliant avec Essilor-Luxottica, Meta démontre une compréhension fine des enjeux. Le groupe n'est pas allé simplement chercher un partenaire technologique, mais tant qu'à y être, est allé chercher le leader mondial incontesté de la lunetterie, détenteur de marques emblématiques comme Ray-Ban, avec qui l'aventure a commencé. Une alliance qui combine l'expertise technologique et logicielle de Meta, le savoir-faire industriel et design d'Essilor-Luxottica, un réseau de distribution mondiale et établi, et la légitimité de marques déjà adoptées par le grand public. Un excellent partenariat, si vous voulez mon avis, du moins pour Meta. Cette approche contraste radicalement avec les erreurs passées de Google Glass qui ressemblait à un prototype de laboratoire plutôt qu'à un accessoire désirable. Meta a compris qu'une lunette connectée doit d'abord être une belle lunette, d'apparence classique, donc discrète, avant d'être un gadget technologique. Je ne les ai pas essayés, mais en plus, à ce que j'en comprends, les Ray-Ban Meta et les nouvelles Oakley Meta HSTN ne cherchent pas à révolutionner notre perception visuelle avec des hologrammes fantaisistes. Elles proposent des fonctionnalités pratiques et immédiatement utiles, comme la capture de photos, vidéos, plus ou moins discrètes, histoire d'immortaliser des moments spontanés. L'interaction vocale avec des assistants IA pour obtenir des informations contextuelles. L'écoute, bien sûr, de musique sans isolement auditif complet. Et la description de lieux et accès à des données en temps réel. Des fonctions qui veulent enrichir notre expérience du monde réel sans toutefois nous en couper. C'est précisément ce qui manquait aux visions techno-utopistes précédentes. La dynamique actuelle du marché confirme cette analyse. Apple, après l'accueil mitigé de sa Vision Pro à 3500 $, et je suis gentil avec le qualificatif mitigé, révise sa stratégie pour développer des lunettes plus simples et accessibles. Google renoue avec ce segment, en s'associant à des marques de lunettes établies comme Warby Parker. Xiaomi lance ses AI Glasses en Chine. Ils ont tous lu les mêmes prévisions de croissance de ce marché. Et elles parlent d'elles-mêmes, ces prévisions-là. De 1,93 milliard de dollars en 2024, le marché pourrait atteindre 8,2 milliards d'ici 2030. Une croissance qui témoigne d'une conviction partagée par l'ensemble de l'industrie, celle que les lunettes connectées représentent l'interface numérique de demain. Et en toute candeur avec vous, juste de penser à cela me rend fébrile et excité. J'ai vraiment hâte de mettre la main sur une paire et de vous relater mon expérience. Pour Meta, l'enjeu est également stratégique. Depuis des années, l'entreprise de Mark Zuckerberg cherche à s'affranchir de sa dépendance aux plateformes mobiles contrôlées par Apple et Google. En développant son propre écosystème matériel, Meta espère reprendre le contrôle de la relation avec ses utilisateurs. Les lunettes connectées pourraient constituer cette porte de sortie tant recherchée. Et si elles deviennent l'interface privilégiée pour accéder aux services numériques, Meta pourrait enfin échapper à l'emprise des géants du mobile et à leurs commissions sur les transactions numériques. En plus, contrairement aux technologies précédentes qui exigeaient un investissement important et un changement d'habitude, les lunettes connectées ont tous les atouts pour connaître une adoption rapide et massive. Leur prix reste comparable, plus ou moins, à des lunettes de marque premium. Elles n'imposent pas d'apprentissage complexe et elles conservent leur fonction première, protection solaire, correction visuelle.
Quoi demander de plus, si ce n'est qu'un encadrement légal de tout ça, histoire de ne pas laisser déraper le tout dans un usage malveillant. C'est ce genre de combinaison de facteurs qui explique pourquoi cette technologie semble enfin mûre pour conquérir le grand public. Après des années d'errement technologique et de promesses non tenues, l'industrie semble enfin avoir trouvé la formule gagnante pour intégrer le numérique dans notre quotidien de façon naturelle. Les lunettes connectées représentent cette révolution discrète, celle qui s'impose sans fracas parce qu'elle respecte nos habitudes et notre besoin d'interaction sociale authentique. L'investissement de Meta dans Essilor-Luxottica n'est donc pas un simple placement financier, on s'en doutait, mais le signe d'une vision claire de l'avenir des interfaces numériques. Formidable jeu de mots ici. Nous sommes saturés de technologies qui réclament notre attention constante, mais cette fois-ci, les lunettes connectées pourraient bien être la première technologie véritablement ambiante, qui augmente nos capacités sans exiger notre concentration exclusive. Quoique, à l'époque, j'avais essayé les Google Glass et je dois avouer qu'une fois concentré sur le tout petit écran que j'avais au niveau de mon œil droit, tout le reste avait disparu. Disons que j'aurais pas aimé être au volant de ma voiture à ce moment-là. Avec le temps, les acteurs du numérique ont bien compris que la vraie révolution technologique ne sera pas celle qui nous transporte dans un monde virtuel parallèle, mais celle qui enrichit discrètement notre perception du monde réel ainsi que nos capacités. Et cette révolution, après le téléphone intelligent, pourrait bien poursuivre son chemin vers une simple paire de lunettes dotées d'une intelligence artificielle. Alors, c'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, on parle de formation de design UX. Et très nécessaire formation parce que pour l'instant, nous viennent des jeunes diplômés qui viennent d'Europe, de France, l'école de Nantes, on a déjà eu des entrevues avec des gens là-bas, des écoles où il y a un programme complet en UX, en design UX, c'est vraiment beaucoup plus en Europe. Et là, on a un premier programme qui va sortir avec l'école de technologie supérieure, l'ETS. Puis je trouve la chose intéressante parce que évidemment, il y a un programme, on en a déjà aussi parlé, de UX à l'Université de Montréal, en maîtrise. Mais là, on parle de UX qui va avoir les mains dessus, les mains dedans, littéralement, parce que c'est l'ETS. C'est une école d'ingénierie, hein. C'est une école qui va permettre, puis ils ont un lab aussi, ça c'est très important, qui va leur permettre d'essayer des choses, d'Internet des objets, d'imprimer même ils sont à côté dans l'ETS même, donc ils pourraient imprimer sur du métal, ils pourraient imprimer plein de choses ou travailler avec des matières premières. Puis c'est ça l'UX aussi, c'est une interaction avec le vivant, avec les choses concrètes. L'interface, c'est pas juste un écran d'iPad ou de téléphone, c'est aussi, ça peut être une maison intelligente, ça peut être une voiture. Puis je trouve ça intéressant que l'ETS ait collé ça à sa pratique du design et du UX. C'est intéressant. Est-ce qu'on peut rêver et penser qu'on pourrait voir la première génération d'ingénieurs passer par le programme? Au moins d'avoir un contact avec le programme? Oui. Mais tout à fait, je pense que c'est ce que me dit, c'est l'invité de cette semaine d'ailleurs, Guillaume Blum, qui est le directeur du département de design à l'ETS, qui me racontait ça, que oui, évidemment, ça va être poreux. Donc, d'un côté, tu vas avoir des designers UX qui vont être immergés dans toute cette mer d'ingénieurs, mais des ingénieurs également qui vont pouvoir profiter de cours en UX. Il y en a à l'Université de Montréal, il y en a à l'Université Laval aussi, mais ils sont pas obligatoires, sont passagers. Il y en a un, je pense, dans chacun des facultés. Mais là, on parle de vraiment une intégration où il va probablement y avoir des projets communs. Donc oui, c'est intéressant. J'ai beaucoup d'espoir là-dedans, dans ce qui va sortir de là, effectivement. Jean-François, on va aller écouter cette rencontre que tu as faite et puis je te remercie pour celle-ci. Puis on se retrouve sinon la semaine prochaine. Tout à fait. À la semaine prochaine. Bye. On est un nouveau département de design, donc il y a déjà plusieurs formations et puis plusieurs départements universitaires en design au Québec. Nous, on arrive à l'intérieur, puis on arrive associé à l'école de technologie supérieure, qui est quand même très rattaché à l'univers du génie. Ben oui. Et on est un département de design en fait, et la réponse, elle va être assez surprenante. Qu'est-ce qu'on amène en fait de différent? On amène en fait le côté vraiment usager, comprendre en fait à une approche de design qui va se faire de façon un petit peu différente, avec un angle vraiment sur la compréhension des besoins humains, sur l'analyse de ces besoins et puis des usagers à travers en fait les sciences humaines et sociales.
Donc, ce qui va nous distinguer, en fait, c'est vraiment de mobiliser, en fait, ces outils on va dire, qui viennent de la sociologie, de la psychologie, et puis de l'économie, des sciences des organisations, pour développer, en fait, des propositions qui vont être à même, en fait, de satisfaire les usagers. Puis on a quand même, au cours de la dernière année, même des 2 dernières années, en fait, avant même l'existence du département, il y a toute une équipe, en fait, qui a été constituée dans ce département, qui reste encore un petit département, mais là où on va avoir à peu près 9 professeurs d'ici quelques mois, dont certains qui viennent d'autres institutions, qui ont déjà toute une carrière, en fait, qui est bien établie, en fait, y compris dans le domaine du design d'expérience utilisateur. Je pense par exemple à ma collègue Anne-Marie Lesage, en fait, que certainement beaucoup de tes auditeurs qui connaissent le milieu du design UX doivent connaître personnellement ou de nom, parce qu'elle a enseigné à des générations, en fait, de designers UX, puis des gens plus jeunes, en fait, très prometteurs aussi également. Donc, on a toutes ces catégories de personnes, en fait, qui vont venir et puis qui vont participer, faire profiter, en fait, aux étudiantes et aux étudiants de leur expérience, de leur point de vue, de leur compréhension du milieu du design. Donc, et on démarre en septembre prochain. Donc, là, au moment où on est en train d'enregistrer l'émission, dans un peu plus d'un mois à peine. Ouais. Et vous êtes dans la mouvance de l'ETS. L'ETS, on sait que la faculté de génie qui est là est depuis toujours les mains dedans, là, hands-on. Ils sont dans la technicité, ils sont dans le prototypage. Il y a des labs immenses là chez vous. Ça a commencé d'une technique à l'époque, là, puis ça a évolué vers un bac officiel. Donc, vous êtes dans cette mouvance-là qui est importante aussi parce que le UX ou le design et le UX ensemble, c'est quelque chose où on doit avoir les mains. Vous allez avoir un lab à vous. Et je pense que tu me disais tantôt en pré-entrevue qu'il était construit, là, il est en place, le lab. Ouais. Ça aussi, c'est un élément important dans la mouvance de l'ETS. Là. Ouais. Alors, il y a des choses qui nous rattachent énormément à l'ETS et puis des choses qui nous distinguent aussi. Clairement, tout à l'heure, je présentais une des spécificités de notre programme comme justement très centré sur les utilisateurs à travers les sciences sociales. Voir en fait les sciences sociales qui viennent d'une école qu'on peut qualifier de génie historiquement, c'est peut-être un petit peu surprenant, mais c'est aussi pour ça en fait que l'ETS était intéressé à développer justement un nouveau département pour l'amener un petit peu ailleurs dans le respect de la tradition et dans en fait avec les forces de tous mes collègues en génie qui savent faire énormément de choses en fait que je maîtrise pas du tout au niveau technologique en tant que tel, mais qui vont faire un mariage fantastique. En fait, tu prends un ingénieur d'un côté, tu vas prendre un vrai designer de l'autre côté qui va s'intéresser aux utilisateurs, aux usages. Tu vas les mettre ensemble, tu vas les faire travailler ensemble. C'est génial. C'est génial. Et puis là, on a notre bac en design d'expérience utilisateur qui est donc lancé à partir de septembre prochain, mais aussi on a également un DESS en design et entrepreneuriat qui est réalisé en partenariat avec l'école de design de Nantes Atlantique, qui est également lancé dès septembre prochain en fait. Et donc si tu te dis ok, ces activités-là, je les encapsule à l'intérieur en fait d'un projet entrepreneurial avec un projet économique de création d'entreprise en fait qui y est associé. Écoute, c'est fantastique. Il y a un support de la direction à l'ETS très fort pour ce nouveau département parce que c'est très complémentaire. C'est en même temps très différent et en même temps très complémentaire avec ce qui se fait dans les autres départements de l'ETS. Donc, on est très attendu aussi à l'intérieur de l'ETS pour dire, OK, on attend de voir qu'est-ce que vont faire, comment vos étudiants vont pouvoir contribuer à des projets de recherche, à du développement d'entreprise, à accès, en fait, le nouveau incubateur, accélérateur, enfin, lieu d'incubation et d'accélération des projets d'innovation et d'entrepreneuriat au Québec, qui est géré par l'ETS, où on a des locaux en fait pour former nos étudiants du DSS, seront formés en fait à l'intérieur, en partie à l'intérieur d'Accès. Puis tout ça en lien en fait avec nos ateliers de prototypage. Donc on a effectivement tout un atelier avec ce qu'on trouve généralement dans les formations en design. Donc
machines de menuiserie, des imprimantes 3D, des découpeuses laser, etc. En fait, pour et là, à côté, que les étudiants puissent travailler, quoi. Et vous avez des labs de génie qui sont pas très loin non plus. Donc, à la limite, quelqu'un voulait travailler le métal ou aller dans des précisions plus grandes, il pourrait le faire aussi. Donc, ça fait une chimie. Effectivement, tout à fait. À l'ETS, il y a des imprimantes 3D métal, il y a tout un ensemble de choses qu'on pourra moins facilement utiliser au quotidien, mais dans des cadres de projets de fin d'études, en fait, qui sont tout à fait envisageables, en fait, pour que les étudiants puissent. Écoute, ici, il y a une imprimante 3D béton pour fabriquer des murs, et puis c'est comme. Wow. Oui, on a comme tout ce qui, je veux dire. Là encore, c'est pas du tout mes sujets de recherche, c'est pas du tout ce sur quoi je travaille, mais par contre, certains de mes collègues peut-être, et puis un étudiant qui voudrait utiliser ça, mobiliser ça, il aurait à disposition en fait la capacité d'aller de l'avant avec ce type de projet. Donc, et ça parle de recherche aussi. Qu'est-ce qu'il y a là, dans l'environnement? Là, tu parlais de 9 professeurs, dont toi. C'est quoi les sujets de recherche que ces nouvelles directions-là sont en train de couvrir, en fait? Écoute, on a beaucoup de sujets de recherche en fait couverts à travers l'équipe professorale qu'on a mis en place. On a tout le monde s'intéresse au design. D'accord, je veux dire, et le point commun, c'est que ce qui nous rattache tous, c'est des enjeux de design qui sont centrés sur une compréhension des personnes. En fait, c'est une approche de design centrée utilisateur. En fait, donc très compatible avec le design UX, mais avec des traditions, des formations un petit peu différentes. On vient pas tous, en fait, tous les profs sont pas nécessairement des designers. On a des ergonomes qui je pense parmi nos dernières personnes qui vont arriver là en septembre prochain, on a par exemple Angélique Montoui qui vient en fait de l'ergonomie cognitive et puis qui travaille sur des systèmes d'information géographique. Donc ça c'est vraiment intéressant en fait. Imagine tous les projets en fait en design qui peuvent découler en fait d'approches comme ça, en fait, qui peuvent être vraiment intéressants. Et ça m'amène à te poser la question aussi pour tout ce qui est le design, tout ce qui est le programme ou les programmes qui ont été conçus il y a 1 an, 2 ans, qui sont mis en place, on va chercher des professeurs, arrive l'IA entre-temps, et toutes les remises en question au niveau autant de la stratégie que du design lui-même, on le voit dans les logiciels comme Figma, ça a un impact sur notre métier. Comment on s'ajuste en tant qu'université ou corps enseignant pour s'adapter ou s'ajuster à un marché on ne sait même pas où il s'en va, en fait, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Là. Personne ne sait où s'en va, et puis ça touche pas, là, en l'occurrence, ça touche pas juste le design, ça touche beaucoup de corps de métier. Hein. Je veux dire, il y a quelques années, c'était les radiologistes qui se posaient cette question en se disant, est-ce qu'on va encore exister dans 5 ans? Finalement, oui, en fait. Encore là, oui. Mais pour combien de temps encore, je le sais pas, personne ne le sait, j'ai pas de boule de cristal, j'ai beau travailler sur ces enjeux-là, en fait, je suis pas plus éclairé sur qu'est-ce qui va vraiment se passer parce que ça avance tellement vite. Ceci dit, il y a aussi beaucoup d'emphase et puis il y a tellement d'enjeux économiques parce que c'est des domaines en fait qui brassent là en l'occurrence c'est pas des milliards, c'est des dizaines ou des centaines de milliards, même parfois des milliers de milliards. Donc tu peux pas avoir un discours en disant non mais ça va augmenter la productivité de 5%. Ce qui veut dire en fait que on a un discours qui est comme ultra centré sur la révolution énorme que ça va amener. Puis est-ce que ça va être une révolution tout aussi incroyable que la télé 3D par exemple, ou est-ce que ça va être c'était la révolution il y a une quinzaine d'années où ça allait comme tout bouleverser toute l'industrie, etc. Et puis on voit le flop que ça a fait. On peut aussi poser la question du métaverse en fait, qui était la révolution attendue il y a 5 années en fait. Facebook a changé son nom pour Meta à cause du métaverse. Puis aussi parce qu'ils avaient des enjeux de communication publique. Oui, mais ça n'a pas fonctionné non plus. Ils avaient misé aussi quelques milliards sur cette aventure-là. Une cinquantaine de milliards de dollars US, quelque chose comme ça, sur le sujet. Et donc, flop, alors l'intelligence artificielle, il y a déjà un certain nombre d'avancées, mais la semaine dernière sortait une étude qui montrait que finalement,
la productivité des développeurs. Par exemple, là, on mettait beaucoup d'avant en fait que pour le code, ça allait vraiment bouleverser les choses, et puis que maintenant on allait être capable de faire du vibe coding, etc. Ça avait comme tendance plutôt à diminuer en fait la productivité des développeurs plutôt que de l'augmenter. Donc, par exemple, au XVIIIe siècle, le travail d'un ébéniste qui va travailler les meubles, qui va faire en fait un vrai travail d'orfèvre à l'intérieur, ça va être magnifique, mais qui a une productivité très moyenne en fait. Je veux dire, il peut pas aller plus vite que ce qu'il fait. C'est un artisan, il fait une chaise par mois, par exemple. Elle est magnifique. Mais là, d'un seul coup, on amène en fait l'industrie, et puis on est capable d'en faire beaucoup plus, mais la qualité baisse, et nos goûts associés en fait changent en fonction justement de cette production de masse. Il y a le fait non pas d'apprendre l'utilisation d'outils, mais de concepts. Il y a le fait d'avoir une pensée critique qui a été développée en fait, pour non pas comprendre en fait comment faire, mais le pourquoi qui est derrière, et d'être en perpétuelle capacité en fait à s'adapter à son environnement. Donc si je suis pas juste dans l'opération, mais dans la perspective en fait un petit peu stratégique et de vision en fait critique qui est associée à ça, je suis en tant que professionnel mieux armé en fait pour être capable de bouger parce que très concrètement, en fait, aujourd'hui, on apprend des logiciels. En fait, on ne sait pas s'ils existeront encore quand l'étudiant va sortir dans 3 ans. Donc, si c'est ça notre plus-value, en fait, notre plus-value n'est pas très élevée. Heureusement, c'est pas ça notre plus-value. C'est pas là-dessus du tout qu'on mise. On vise à former des têtes bien faites qui vont être capables, en fait, de s'adapter, en fait, à cet environnement fluctuant. Pour ça, ça prend de la pensée critique, une culture en fait de la discipline, donc une culture du design, des approches, de comment est-ce que on s'organise, et puis des méthodes pour être capable de faire ça, y compris les méthodes humaines. Ça va changer le marché sur Montréal. On va avoir des jeunes compétents, bien armés pour ce qui s'en vient, même si on ne sait pas ce que c'est exactement. Écoute, si tu as la réponse à cette question, je pense que tu es capable de faire fortune. Et puis Exact, en prédiction. Guillaume, j'aimerais te remercier beaucoup pour cette entrevue aujourd'hui. C'était vraiment super intéressant. Puis bon départ pour le programme à l'automne. Merci à toi, Jean-François, pour cette invitation. Et puis au plaisir de se revoir régulièrement. Eh bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Un grand merci à nos invités et merci à mes collègues. Je pense à Jérôme Colombin, Thierry Weber, Carl-Édouard Michel, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain pour leurs précieuses contributions cette semaine. Et puis merci à vous d'avoir été là jusqu'à la toute fin. Toujours un plaisir de passer ce bout de journée avec vous. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Ou sinon, je vous retrouve lundi si vous avez pris l'habitude d'écouter 120 secondes de tech. Portez-vous bien. À très bientôt.